Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans cette troisième édition de Clash de Blockchain. Alors certains étaient déjà avec nous dans GMMVX juste avant. Certains autres peut-être nous rejoignent aujourd'hui. Alors comme à chaque fois, comme les deux premiers numéros, mes experts s'affronteront sur un sujet particulier par le prisme de leur blockchain de prédilection. Je tiens évidemment à remercier notre partenaire Alira qui vous offre une remise de 100 € sur l'ensemble des formations blockchain et IA qu'il propose en utilisant le code GREM100. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé si vous souhaitez avoir davantage d'informations. Le thème d'aujourd'hui, c'est la gouvernance décentralisée, la gouvernance dans l'écosystème blockchain. Et je suis aujourd'hui avec Gaëtan, expert DeFi, formateur à l'école Alira et spécialiste de Ethereum et des roll-ups. Salut Gaëtan, comment vas-tu? Salut GRM, est-ce que tu m'entends bien déjà? Oui, parfaitement. Impeccable. Je refais un test avec mon PC cette fois-ci en espérant que ça marche bien. Ça a bien marché mardi dernier, donc on va tester. Et écoute, ça va très très bien. Curieux et très impatient de faire ce petit clash de blockchain numéro 3. Eh ben, très content de t'avoir. Alors, c'est vrai que c'était ton GMMVX mardi. J'étais pas C'est là, ça. mais tu as eu le droit à ton interview et je crois que ça s'est très très bien passé. Et les gens ont beaucoup apprécié cet échange. Merci à toi d'être venu mardi. Je suis également avec Foudre, analyste on-chain sur Multiversix, rédacteur en tech au Journal du Coin et donc spécialiste de l'écosystème Multiversix. Salut Foudre, à nouveau, comment vas-tu? Rebonjour, j'ai entendu, tu as failli encore lâcher un rédacteur en chef. J'ai dit. Et tu nous Ah as oui, chat. pardon. Oui, oui. Et au dernier moment, tu as dit rédacteur en tech. J'ai envie que tu pumpes Foudre. Il faudrait déjà que je commence à écrire de nouveaux articles, parce que là, ça fait 3-4 mois que j'ai rien écrit. Mais d'ailleurs, tu sais qu'on reçoit la vraie rédactrice en chef Oui, de Journal du oui, Coin. je sais. C'est mardi prochain, Cosmic. Et hâte de la recevoir. Ouais, moi, je ne serai pas là, mais en tout cas, voilà, c'est Arnaud qui hostera ça mardi prochain. Je suis également avec Abdel, Head of Ecosystem chez Starknet, un ZK Rollup sur Ethereum, un Layer 2 qui s'appuie sur la techno Zero Knowledge Proof. Salut Abdel, comment vas-tu? Salut tout le monde, je vais très bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis également avec Olivier Goutet, développeur logiciel chez Solana Mobile et donc spécialiste de l'écosystème Solana. Salut Olivier, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Hâte d'avoir cette discussion avec vous tous. On est également avec Oods. C'est Alex, c'est ça? Yes, c'est ça, c'est Ouais, Alex. Alex, spécialiste de Polkadot, on peut dire ça? C'est ça, je Sans fais en du dire trop. marketing pour Polkadot. Voilà, Je donc suis campaign manager spécialiste pour Polkadot. Voilà. marketing de Polkadot. Et alors, Gourou, normalement, devrait nous rejoindre. Gourou, qui est un peu notre trublion sur GMMVX et sur X en général, mais également spécialiste de Avalanche. Donc, dès qu'il nous rejoint, il montera. J'espère qu'il n'a pas eu un empêchement, mais on va de toute façon pas l'attendre parce que le programme est assez chargé. Alors, on va commencer d'abord, messieurs, si vous voulez, par définir un peu la décentralisation. Donc, je vais faire une petite chronique introductive, comme j'aime à le faire à chaque fois. Et ensuite, évidemment, vous aurez la parole. Alors, d'abord, décentralisation, c'est qui décide de quoi et comment. Plus concrètement, il s'agit des règles et mécanismes qui dictent comment les décisions sont prises au sein d'un écosystème, en l'occurrence d'une blockchain. La gouvernance est cruciale pour assurer la stabilité et la sécurité puisqu'en fait, elle intervient, que ce soit de la création de nouvelles fonctionnalités à la résolution de problèmes de sécurité. Alors moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on découpe la discussion de ce matin en 3 parties. D'abord, on va s'intéresser à gouvernance native ou évolutive. Certaines blockchains sont décentralisées nativement dès le départ, comme Bitcoin par exemple. D'autres ont décidé d'implémenter petit à petit, de façon incrémentale, on peut dire, des doses de décentralisation dans sa gouvernance, notamment Multiversix, pour donner un exemple que je connais un petit peu. Aussi, la question sera de savoir, faut-il choisir un système avec des règles fixées à l'avance ou des systèmes qui s'adaptent et qui évoluent. Dans un second temps, on parlera de l'équilibre des pouvoirs et notamment comment équilibrer l'influence
entre les personnes qui stake, puisqu'on va parler essentiellement de protocole en proof of stake, donc ceux qui stake ou ceux qui fournissent un service de staking, bien sûr. L'équilibre également avec les développeurs qui ont également un droit de parole et de regard sur l'évolution de la blockchain, ou encore les détenteurs simples, entre guillemets, du token de gouvernance, donc de la crypto-monnaie native de la blockchain en question. Et enfin, et troisième partie de cette discussion de ce matin, nous parlerons de l'impact de l'interopérabilité sur la gouvernance. En gros, en quoi la capacité de différentes blockchains à interagir entre elles change-t-elle la donne en matière de gouvernance. Et on va parler là aussi des roll-ups, des layers 2, qui eux aussi peuvent avoir un droit de regard sur la gouvernance de la main chain, on peut dire, même si chacun va utiliser un mot différent. Voilà comment moi je vous propose de découper la discussion. Est-ce que ça vous convient déjà? C'est parfait. Et on a Gourou qui est dans le space, me dit-il, et qui va faire la demande. Eh bien, en attendant. Alors, messieurs, il n'y a pas de tour de parole, on va dire, officiel. On le fait un peu YOLO, mais en bonne intelligence, parce qu'on est 6 quand même. Donc, il va falloir être un peu résilient là-dessus. Et on va commencer par la première partie, et donc sur un peu la temporalité de la gouvernance. Et pour ça, levez la main, et je vais essayer de respecter l'ordre par lequel vous l'avez levé, mais si je me trompe, m'en voulez pas. Et comme ça, vous présenterez un petit peu les blockchains dont vous êtes le spécialiste, comment ils ont décidé d'organiser la gouvernance de façon native, évolutive, etc. Qui veut commencer? Je dois nommer Foudre. Allez, vas-y, c'est parti, Foudre, on t'écoute. Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise, pas situation, mais de solution, mais ça va dépendre en fait des assumptions que veut faire le réseau, si tu veux. Par exemple, dans le cadre de Bitcoin, Bitcoin, dès la base, se construit comme une technologie qui est neutre, si tu veux. Comme on a la neutralité d'Internet. Donc le but, ce n'est pas forcément de driver une vision autre que celle que ce sont les membres du réseau qui choisissent de comment on gouverne et comment on fait avancer Bitcoin. Là où tu as la vision qui va plutôt être, on va dire, celle où tu as plus que des fondations, mais aussi des entreprises qui drivent une blockchain comme Multiversix, comme Avalanche, comme Solana avec le Solana Labs, Avalanche Labs, Multiversix Labs derrière, où là, ils veulent vraiment donner une certaine vision à l'utilité de la tech. Et dans ce cas-là, pour moi, une décentralisation, enfin une gouvernance qui est évolutive, c'est beaucoup mieux parce que tu permets en fait de protéger lors des premières années en fait le cœur de cette vision-là et être sûr que lorsque tu lances la gouvernance. Messieurs, pardon, j'ai fait une mauvaise manip. J'ai coupé vos micros sans faire exprès, notamment le tien, Foudre. Réactive-le et reprends là où tu t'étais arrêté. Désolé. Alors, c'est quoi la dernière chose que tu as entendue? Non, enfin, vraiment, il y a une seconde, quoi. Donc, je disais juste que, par exemple, dans le cadre de Multiversix, je préfère la vision évolutive parce que tu peux t'assurer que le social layer soit en phase avec ta vision et que tu n'aies pas une dérive en fait de cette vision-là au cœur de ta communauté, quoi. Ok. Alors, dans l'ordre, Abdel, Alex et Olivier. Ouais, déjà, je suis d'accord avec Foudre. Ça dépend de ce qu'on veut réaliser. Les objectifs des différentes blockchains ne sont pas les mêmes. Et effectivement, il y a un des critères qui est le plus important, c'est la neutralité, avec le plus extrême qui est Bitcoin. Ensuite, on a Ethereum qui a aussi un gros accent sur la neutralité. Nous, dans le cadre de Starknet, qui est un layer 2, moi, je tolère justement, entre guillemets, un peu moins de neutralité hardcore, dans le sens où on peut accepter certains compromis pour avoir un peu plus de vélocité sur la prise de décision, etc. Cela dit, nous, très, très vite, on a décentralisé bien plus la gouvernance que les autres L2. Bon, ça se situe à plusieurs niveaux, mais déjà, il y a une séparation stricte entre Starkware, l'entreprise dans laquelle je travaille, et la fondation Starknet, qui est une entreprise, qui est une entité indépendante, qui est une structure légale indépendante, des équipes indépendantes, etc. Et c'est une non-profit organisation, donc elle n'a pas pour objectif de faire de l'argent, et donc ça, c'est très important. Et aussi parce qu'on a un écosystème de builders qui est très, très riche et qui sont très impliqués.
Donc, on a plusieurs comités et ces builders ils participent au comité de décision sur différents sujets, par exemple la DeFi, le protocole en lui-même, certains sujets techniques. Et donc, on les a très vite impliqués dans toutes les discussions liées à la gouvernance. On pourrait revenir dessus plus tard, mais je pense que le sujet de la gouvernance est quand même un sujet assez tricky, notamment qu'on est en proof of stake, encore plus important en proof of stake, parce que ça veut dire que si on fait de la token-based gouvernance, on est capable de à la fois avoir de la force économique et en plus de l'influence sur le protocole, et donc ça peut devenir plutocratique dans le sens où on peut justement avoir les gros acteurs qui ont le plus de richesse dans le protocole, qui influent les directions du protocole pour se favoriser encore davantage, et donc là ça peut devenir risqué, mais bon, j'imagine qu'on en parlera plus tard, mais voilà un petit peu. Et donc nous, l'état actuel, c'est que le token Stark, il a une fonction de gouvernance, donc il y a des délégués, et justement pour voter sur des décisions à chaque upgrade, notamment. Alors, on me pose la question en privé, Abdel, avec 8 utilisateurs, ça se passe comment la gouvernance sur Starknet? Du coup, c'est facile parce qu'on peut avoir chaque décision unanime, on peut tous se réunir dans la même salle et c'est très facile du coup. C'est un avantage d'avoir que 8 utilisateurs. Alors, tout à fait blague à part, et pour revenir sur une private joke d'hier, hier, je me suis fait tatouer le chiffre 9. Oui, c'est marrant, ouais. True story. Pour des raisons personnelles, c'est mon chiffre préféré. T'as C'est eu le ton jour de mon 9e enfant, ami. c'est ça? Non, j'en ai même pas un. Non, mais c'est le jour de mon anniversaire. Et bref, c'est un chiffre intéressant, tu vois, pour moi. Et pour le coup, et donc ça a évidemment fait écho à tes 8 Ouais, utilisateurs. c'était marrant. Donc voilà la petite ref. Donc voilà. Et on a donc Gourou, enfin, donc visiblement ton smartphone de tout à l'heure ne fonctionnait pas. On va donc t'accueillir. Alors moi, je t'ai présenté comme notre trublion et spécialiste de Avalanche. Est-ce que ça te va, Gourou? Trublion, ça me va. Spécialiste d'Avalanche, pas vraiment, mais Trublion, ça me va. Oh! Bah alors comment on te présente au niveau blockchain? On peut pas juste dire que tu es un casse-couille, ça marche pas comme présentation, Gourou. Il faut... Ah, moi, je trouve que ça marche très bien, hein. Ok, ça marche. Blockchain agnostique, mais Avalanche, c'est la moins pire. Je pense que c'est ça la vision de Gourou. J'aime bien. En dehors de Bitcoin, ouais. C'est un peu ça, ouais. J'aime bien, j'aime beaucoup ça, Foudre. Merci pour ça. Alors, Gourou, bah, tu suis la file d'attente, entre guillemets, si tu veux intervenir. Alors, tu as écouté le début du space sur les différentes parties, sur ce sur quoi on commence, évolutive ou native, sur la gouvernance? Alors, vu que j'ai eu Déco plusieurs fois et changé de smartphone entre-temps, du coup, et changé du coup les écouteurs et tout ça, j'ai pas trop entendu ce qui se Bon, passait, en mais gros, la première partie, on en a parlé un peu en privé, c'est justement sur voilà, gouvernance native ou évolutive, règles fixes ou rêves ou règles qu'on adapte avec le temps, évidemment par le prisme des blockchains, évidemment que vous représentez entre guillemets, même si on a compris, Gourou, que tu ne représentes que toi-même. Alors, on va suivre les mains levées. La prochaine, donc Alex, on t'écoute. Yes. Du coup, moi, je rejoins pareil, Foudre sur le côté, l'avantage de commencer en évolutif, parce que effectivement, il faut quand même garder cette propre vision au tout début. Euh, En l'occurrence, pour Polkadot, donc ça a été fait la première vision était par Parity, l'entreprise, et ensuite ils ont créé directement après la fondation Web3 Foundation. Et donc ça, ils ont quand même pris un peu de temps. Je crois que ça fait au moins 2, 3 ans que ça a commencé. Et donc aujourd'hui, euh, maintenant qu'ils ont une sorte, t'as trouvé ta base, tu sais, là tu peux commencer à dire bon bah on va faire la gouvernance de manière native et donc laisser la main à tout le monde, puisque maintenant t'as entre guillemets t'as un peu euh, partager le mot et tout le monde est d'accord sur ta vision. Et c'est vrai que c'est un risque pour les blockchains qui sont plus jeunes, mais Polkadot devient un peu une blockchain dinosaure. Mais donc aujourd'hui, on est à un niveau où personne d'autre a ce niveau de décentralisation et de gouvernance sur Polkadot parce que aujourd'hui, il y a la partie technique qui est gérée par un groupe de développeurs, mais qui est totalement donc décentralisé. Ce n'est plus que des gens de Parity ou de Web3 Foundation. Il y a aussi d'autres développeurs qui font partie des décisions techniques. Mais, et c'est là où c'est vraiment la grosse innovation de Polkadot, c'est avec le OpenGov. Et là, tous les détenteurs de Polkadot, de DOT, peuvent voter ou créer des référendats sur tout et n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, il y a
par exemple, il y a du marketing, il y a des sponsorships de voitures en Indy 500, ou alors il y a potentiellement, on a un partenariat avec le Inter FC Miami. Tu vois, ça, plein de. En fait, à partir du moment où tu as un token DOT, tu peux aller sur la plateforme OpenGov et dire voilà ce que je pense qui sera bénéfique pour Polkadot. Et ensuite, les gens vont pouvoir voter dessus et parler. Et donc là, on se retrouve vraiment on a un forum totalement ouvert et personne n'a le droit. Il n'y a plus une entreprise comme Parity qui va dire non, non, on pense que cette direction n'est pas bonne. Si la majorité des voteurs a dit oui, on part sur ça et ça va se faire. Et donc, voilà, on est en évolutif, mais là, aujourd'hui, on est vraiment à un stade avec Polkadot où ça devient totalement, enfin, c'est plus, j'ai pas envie de dire natif non plus comme Bitcoin, mais c'est vraiment la version évolutive, super évoluée, quoi. Qui n'est pas du tout le cas pour toutes les autres blockchains qu'il y a ici. Eh bien, on va revenir. Alors, n'hésitez pas, hein, il y a des. N'hésitez pas évidemment à vous J'envoie direct les apostropher. scuds. Mais oui, J'attends. oui. Ben, moi, il y a un ordre de parole tant qu'il n'y a pas de clash, mais dès qu'il y a clash, il y a réponse. Bon, évidemment, hein, tu parles de qui, Alex? Pardon, des petits problèmes avec mon micro. Je parle de toutes les blockchains. Aujourd'hui, on n'a aucune. Vraiment, j'ai fait un peu mes devoirs. J'étais quand même un peu étonné que il y a aucune chaîne qui a vraiment plus de 10 référendats sur leur plateforme de gouvernance. Donc je me disais, bah, peut-être que tu veux que ça soit une masterclass Polkadot aujourd'hui, tu vois. Après, si vous voulez, je peux parler 1 heure. Vous expliquer ce que c'est la vraie gouvernance. Ok, alors, puisque tu cites personne, eh bien, je vais t'aider. C'est au tour d'Olivier de prendre la parole et j'imagine que tu parles aussi, bien sûr, de Solana. Effectivement. Le crocodile, Alex, le crocodile. Bon, Non, le c'était une crocodile a une blague. grande gueule, mais des petits bras, hein, donc normalement, ça C'était, devrait aller. ouais, pour le contexte, c'était une blague de ce matin. C'était une expression africaine. C'est quoi déjà? Il faut attendre d'avoir traversé la rivière pour te moquer du crocodile, je crois. Je vais mettre le même Euh, en commentaire. Vas-y, Olivier. Mais ouais, donc tout à fait d'accord avec l'introduction de Foudre, pour plusieurs raisons, autres que aussi effectivement, il y a donné une direction à ton produit, à ta blockchain, mais pas que. Pour moi, je vais faire un parallèle avec la politique et les gouvernements. Si tu fais des référendums à tout va sur des sujets dont les personnes n'ont soit aucune expérience, aucune expertise ou aucun intérêt, en fait, tu vas droit dans le mur. C'est peut-être ce qui s'est passé en Angleterre d'ailleurs, ça s'est vu. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul pays qui arrive à faire ça, c'est la Suisse, et parce que les gens sont super enthousiastes et involvent dans tout ce qui est lié à la politique du pays. Mais globalement, outre la Suisse, ça se passe très mal dans tous les autres pays qui font des référendums. Donc en fait, la blockchain, c'est un peu pareil. Il faut quand même constituer ton écosystème, que ce soit d'un côté des utilisateurs, mais de l'autre aussi des développeurs qui vont contribuer à ton protocole, à des apps, etc. Donc en fait, ça prend du temps. Donc au début, c'est normal que tu aies effectivement une fondation et une partie engineering qui soit assez forte. Et d'ailleurs, c'est la structure que Solana avait fait au début aussi. Alors Solana, plus que les autres, avait été vachement critiqué là-dessus. Peut-être que vous avez un point de vue externe, mais nous, globalement, on avait pareil, une Solana Foundation qui est une non-profit organization, donc elle profite pas du tout. Et à côté, tu avais Solana Labs qui gérait les protocoles, les clients, etc. et qui donnait une direction aux produits techniques, on va dire. Donc vraiment l'équivalent de Starknet et Starkware. Ethereum et Consensus, un peu, même si Consensus est arrivé un peu plus loin, un peu plus à côté, mais c'était peut-être un problème de naming avec Solana Foundation, Solana Labs, c'était trop près, je sais pas. Mais en tout cas, on est parti là-dessus. Et effectivement, on est parti sur l'évolutif aussi. Donc, depuis 2 ans, notamment, je pense que la décentralisation s'est vachement accélérée avec, alors, beaucoup de spin-off, que ce soit de Foundation ou de Solana Labs. Donc, aujourd'hui, ces deux organisations sont très petites. On n'est plus que 60 sur Foundation et 20 ou 30 sur Labs. Et Labs n'est plus du tout en charge du protocole client, etc. Donc, tout ça, ça a été décentralisé. Donc maintenant, il y a 4-5 clients qui se build en parallèle. Au départ, ils se synchronisaient sur Discord, ils s'envoyaient des messages, ils votaient sur Discord. Donc c'était pas vraiment des choses sur la chaîne, etc. Mais depuis, je crois, août 2023,
SIMD, donc les Solana Improvement Documents, donc les propositions d'improvement du protocole sont votées sur la chaîne, sachant que en fait, comme tout voting en fait protocole, tu votes en fonction de ton stake, donc en fonction du nombre de tokens que tu as sur la chaîne, et ça te donne un pouvoir de vote qui donc te permet de donner la direction au produit. Mais voilà, je pense que c'est une bonne direction parce que ça nous a permis d'avoir non seulement des gens impliqués dans la chaîne pour de vrai, des validateurs, des développeurs, etc., et des gens qui connaissent aussi la technologie, donc des développeurs sur les clients. On a Firedancer aujourd'hui, on a Enza, et les deux autres, j'oublie toujours leur nom, mais globalement, il faut du temps pour constituer un écosystème et pas avoir des idiots et faire des référendums et faire des Brexit, quoi, en gros. Ok, merci Olivier pour ça. Dans l'ordre, on a Gaëtan. Yes. Je peux revenir sur effectivement mon accord avec Foudre et sa première description. Je suis tout à fait en accord avec ce que tu as dit. Sur l'aspect natif évolutif, je pense qu'Ethereum, c'est la plus native des blockchains évolutives. C'est-à-dire que dans le spectre, on est on va le citer, ça. Voilà, on est le plus près possible de Bitcoin. On a démarré effectivement évolutif avec un impact assez important dans les premières années de la fondation Ethereum. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de vraiment très décentralisé et très diversifié. Une certaine ossification, mais qui est loin d'être celle de Bitcoin, puisqu'on a encore beaucoup de mises à jour à réaliser sur Ethereum. Mais on a une équipe qu'on appelle de core dev, un peu comme dans toutes les blockchains, qui est faite de certains membres de la fondation Ethereum, mais de plein d'autres équipes. C'est une dizaine d'équipes à peu près aujourd'hui qui forment les core dev chez Ethereum. Et autour de ça gravitent ce qu'on appelle les EIP Champions. Donc, c'est toutes les personnes qui veulent proposer des idées d'amélioration sur Ethereum, qui peuvent venir du monde de la société civile, d'applications décentralisées, de n'importe qui. Et en fait, Ethereum est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui un peu une méritocratie, à l'inverse de ce qu'a défendu Alex, que je déteste, qui est la plutocratie, ou la plutocratie, je crois le terme exact, où les personnes qui ont, entre guillemets, le stake, les tokens, le pouvoir économique ont un droit de vote. En fait, sur Ethereum, l'Ether ne sert à rien sur la gouvernance, et c'est pas un raté, c'est au contraire c'est quelque chose de voulu, c'est une fonctionnalité. On ne veut pas qu'il y ait de plutocratie, et on ne veut pas que les personnes qui détiennent de l'Ether aient la moindre influence sur le protocole d'Ethereum. Donc c'est une méritocratie, c'est les personnes qui comprennent le mieux le protocole, qui sont le plus à l'aise techniquement, qui peuvent proposer des mises à jour et qui doivent convaincre cet écosystème de gens qualifiés que tout le monde peut rejoindre. Hein. Il n'y a vraiment aucun filtre là-dessus, il faut simplement être bon, c'est de la méritocratie. Et quand Alex disait tout à l'heure, et j'attaque aussi, mais moi ça me dégoûte quand tu me dis que les détenteurs de Polkadot vont voter pour apparaître sur un IndyCar ou le NASCAR ou j'en sais trop rien. Bah, on est tellement loin de la neutralité crédible que Ethereum va fournir. Ça me dégoûte aussi. Ça me dégoûte en fait. Voilà, on est vraiment loin des étaux de la blockchain pour lesquels je suis là. Et donc pour moi, je suis très très content. Et si un jour Ethereum, en tant que coin deviendrait un moyen de voter pour la gouvernance, ça me ferait vraiment, je pense, sortir de ce qu'est Ethereum. Moi aussi, et je deviens Bitcoin Maxi pour toujours. 100% aligné avec toi, Gaëtan, là-dessus. C'est hyper intéressant. C'est critique de séparer ces deux fonctions. C'est critique. C'est ça, tu peux pas associer le pouvoir à une puissance économique. Il faut décorréler les deux, en fait. Sinon, c'est les plus riches de ce monde qui contrôleront ta blockchain. En fait. Donc, mais donc, qui contrôle Ethereum aujourd'hui? Comment tu parles de la plutocratie? La méritocratie, comment tu as le pouvoir? Qui décide vers où va Ethereum? La méritocratie, les personnes qui sont le plus à même de convaincre techniquement et socialement de la pertinence d'une mise à jour. Ceux qui sont reconnus par leur père, en gros, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Hein. Tout à fait. Et ça s'améliore avec le temps, car effectivement, au début, la fondation Ethereum et les gens qui travaillaient avaient beaucoup d'impact parce que c'est eux qui connaissaient le mieux le protocole. Mais les années passant, on a plein d'autres écosystèmes de Layer 2 d'applications qui sont devenus très, on va dire, je vais pas dire intelligents, mais très à l'aise techniquement sur le protocole. Donc maintenant, tu as la fondation Uniswap qui va proposer des EIP, et donc tu as plein d'acteurs divers et variés. Et ensuite, à eux de se convaincre socialement que c'est pertinent. Après, il y a plein de garde-fous, on en parlera plus tard. Il y a tous les nœuds, tous les validateurs, la communauté au sens général a plein de garde-fous contre, entre guillemets, des core devs qui feraient n'importe quoi. Mais la mise à jour vient initialement de ces personnes-là, et c'est une pure méritocratie. Et moi, c'est ce que j'adore. Après, le fait qu'on tout le monde puisse voter et donner son opinion ne veut pas dire que les décisions prises sont mauvaises non plus. Tu vois, il y a quand même une sorte de filtre qui est mis.
Non, mais ça, tu peux le notamment. faire sans token, en fait. T'as pas besoin de token pour faire ça. Tout le monde, pareil, Bah tout le monde non, peut parce donner que son du coup, avis tu sur les participes pas en EIP. Ethereum. Moi, Bah je suis si, un tu holder participes d'Ethereum depuis le bah, début. si tu veux participer, Comment je tu participe? vas commenter, bah, tu vas commenter sur les EIP, notamment sur Ouais, le voilà, mais forum donc faut être de. développeur, faut être déjà Bah à non, un niveau assez. bah Faut non. pas être Un développeur, EIP? faut être connaisseur de l'architecture d'Ethereum juste et venir apporter ta contribution à la discussion. Mais les D'accord, mais personnes qui comprennent rien à Ethereum, je suis très contente qu'ils votent pas en fait parce qu'ils Mais y ce que tu comprennent dis, rien. exactement. Tu dis, en fait, il faut faire voter tout le monde, même ceux qui comprennent pas sur quoi ils votent. Bah non, en fait, non, c'est mais pas je veux dire, forcément. aujourd'hui, Ethereum, c'est plus que la technologie d'Ethereum, c'est autre chose. Il y a une vision, il y a plein d'autres business derrière Ethereum. Il n'y a pas que le développement derrière, il Bah n'y a non, pas que le et il code. faut pas qu'on la partie business impacte ce qui se passe sur Ethereum, justement, c'est ce qu'on dit. C'est que toi, tu penses que c'est bien de Donc mixer vous, vous des pensez narratifs qu'il faut être business. maxi juste technologie? Laissez-vous parler, s'il vous plaît, les copains. Ouais, vas-y. Je laisse l'échange se faire parce qu'il est passionnant, mais juste évitez de vous parler les uns sur les autres parce qu'après on comprend pas très bien. Je crois que là, en tout cas, le conflit entre guillemets, bien sûr, hein, est très clair. C'est la place du coin dans la gouvernance. Polkadot, visiblement, a décidé de donner la parole à ceux qui en ont beaucoup, alors que sur Ethereum, et donc en l'occurrence Starknet, hein, et donc peut-être aussi la plupart des roll-ups, ça on pourra en discuter, c'est un peu différent. Là, on va plutôt privilégier les contributeurs, on va dire. C'est ouais, c'est Ouais. différent sur les layers 2. Là, ce que j'ai décrit, c'est vraiment Ethereum. Les layers 2 ont des visions différentes et c'est normal. C'est pas la même crédibilité qui est recherchée. Donc, c'est vrai que je suis aussi là pour défendre quelques layers 2. Là, je me suis axé sur Ethereum. On reparlera des layers Mais 2. par exemple, si on prend Arbitrum, Optimism, sans parler de Starknet, pour lequel Abdel pourra parler mieux que tout le monde, comment ça se passe sur les layers 2, les plus connus, entre guillemets, Gaëtan, si tu peux nous Alors, faire un ouais, petit point? Et je vais après, je donne justement la parole à Gourou. je vais différencier les plus connus des autres et les plus sérieux des autres. Donc, en gros, Optimism, Arbitrum fonctionnent un peu dans la même idée que Solana ou que Starknet avec cette séparation entre la fondation, entre guillemets, et l'équipe principale. Ce qui est intéressant, donc là, le coin, pour le coup, a beaucoup d'importance. Soit l'équipe a encore beaucoup d'importance. Hein, c'est des multisigs, c'est eux qui dictent les mises à jour. Le coin a beaucoup d'importance dans les fondations. Mais il y a un truc très intéressant que moi j'aime beaucoup qui a été mis en place chez Optimism, c'est qu'Optimism, ils ont un peu créé comme nous en France, le Sénat de l'Assemblée nationale, ils ont créé ce qu'on appelle la Token House, donc c'est la chambre des tokens, où les personnes qui possèdent le token en tant que tel, le OP token, ont le droit de vote. Et puis il y a une autre chambre, qui est là, la chambre méritocratique, si tu veux, où c'est les gens qui sont reconnus comme étant techniquement et à l'aise avec le protocole ou étant reconnus par la société autour d'Optimism, je sais pas la société, par les participants d'Optimism, si tu veux, ont des droits de vote. Il faut que les deux chambres soient d'accord pour qu'une mise à jour ait lieu sur Optimism. Ça, c'est intéressant. Un système bicaméral comme Exactement. Et comme alors, en France, ok. c'est encore une version alpha de ce système, c'est pas encore très à jour, hein. Ils en sont au début de ces systèmes de gouvernance-là, mais c'est intéressant. Mais il n'y a pas ce besoin de crédibilité neutre comme on peut avoir sur Ethereum, mais c'est aussi des technologies beaucoup plus natives. Donc, il y a encore beaucoup de choses à voir. Il faut les laisser se développer. Il y a beaucoup de choses à créer. Et donc, c'est normal que les fondations et les équipes organisatrices aient plus la main sur la blockchain à ce stade-là. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer pour un layer 1, en fait. C'est quelque chose que moi, j'accepte pour un layer 2, mais que philosophiquement, ça me dérange énormément d'avoir ça sur un layer 1. Intéressant. Gourou et ensuite Foudre qui a envie d'en découdre, là, je le sais. Vas-y, Gourou. Alors, moi, il y a plein de choses qui ont été dites. Il y a certaines choses du coup de foot que j'ai pas trop entendues. Mais bon, comment ça se passe déjà? On va commencer par la base. Comment ça se passe sur Avalanche? Sur Avalanche, il y a une core team qui s'occupe de ça. Il y a une Avalanche Fondation qui s'occupe de choses. Et il y a la Avalanche Build Team qui, elle, s'occupe de gérer les mises à jour et tout ça. Après, par rapport à la gouvernance en règle générale, on a aussi les ACP qui ont été introduits en 2022 de mémoire, ou en 2021, qui permet à n'importe qui de proposer, comme les EIP sur Ethereum, de proposer une mise à jour et avec des spécificités et tout ça. Donc ça, après, c'est n'importe qui peut venir, n'importe qui peut voter, n'importe qui peut en parler. Quand tu dis n'importe qui, c'est en fonction de son stack, en fonction de Non, Non, c'est en fonction de non, quoi? vraiment de rien. Tu viens, tu crées ton compte et tu participes aux discussions sur Ok. les que tu veux. N'importe qui peut le faire. Comme les EIP, hein, c'est les mêmes choses. Hein. Les EIP, c'est pareil, tu peux venir et discuter sur l'EIP que tu veux et proposer l'EIP que tu veux. Maintenant, il y a aussi la gouvernance aussi du coup des layers, mais il y a aussi la gouvernance ça on n'en a pas parlé, mais aussi des projets comme AAV et tout ça, qui eux se basent très majoritairement sur le poids du token, c'est-à-dire en gros combien de tokens tu possèdes dans ton wallet, du coup tu as un certain poids au niveau du vote, qui là est complètement bullshit. Donc bullshit, c'est-à-dire que tu es d'accord avec la vision de Gaëtan et d'Abdel
sur Ah ouais, la je suis totalement d'accord. plutocratie? Ok. Je suis totalement d'accord. Pour moi, en fait, si c'est de la plutocratie ou si même tu dis, ben moi j'ai un token et du coup mon vote vaut 1 et que même si tu as 10 tokens, ton vote vaut 1, et ben en fait, du coup, tu laisses la main aux influenceurs en fait. Parce que du coup, une personne qui a énormément d'influence va pouvoir faire passer ses lois et il y a un truc qui est au final de tout ça qui est complètement stupide. C'est que qui va développer in fine l'application et la mettre à jour? En fait, il faut pas oublier un truc, c'est que in fine, à la fin de l'ED1, ça reste quand même la core team qui décide si oui ou non cette mise à jour va être implémentée dans le protocole. Même si tu veux, tu as énormément de personnes qui sont d'accord avec ça, énormément de personnes qui veulent que ça Oui, parce passe. qu'il y a des filtres, il y a des votants, on va dire, qualifiés. Après, il y a différents filtres. Par exemple, chez AAV, je crois qu'il y a 3 rounds avant qu'une C'est ça. décision soit prise. C'est Donc, c'est pas direct, quoi. C'est AV, c'est pareil, c'est par rapport au poids que tu représentes, donc par rapport au token. Donc pour moi, ça c'est du bullshit. Non, mais je crois que le premier filtre chez AAV, c'est d'abord, je crois, les personnes qualifiées, entre guillemets. C'est pas la communauté, quoi. C'est ça. Et ensuite, Oui. si c'est validé, ça passe à un deuxième round et tout ça. Donc, il y a des filtres pour éviter peut-être aussi les propositions exotiques, je pense. Bah oui, mais en fait c'est tout bête, mais en fait faut pas oublier un truc, c'est qu'en dehors de Bitcoin, tous les autres projets sont des entreprises. Et ça, les gens ont tendance en fait à oublier, c'est que Non, pas il y a des Ethereum, gens. c'est faux. Ouais, non, mais même Ethereum, ça reste une fondation qui aujourd'hui, au Non. début, avant que Vitalik Buterin mette le holà en disant non, on veut faire une fondation à but non lucratif, Charles Hoskinson, lui, voulait que ça soit une fondation qui rapporte de la thune. Oui, mais ça, c'était avant même le lancement de la blockchain. Donc, bon, une fois Ouais, qu'elle a bah été oui, lancée, exactement. elle n'a pas été lancée avec cette philosophie-là. Je suis d'accord avec toi que D'accord. ça a été un débat avant qu'elle se lance, mais une fois lancée, ça avait été tranché. Non, c'était le débat qui a eu lieu en 2016, donc Ethereum s'était lancé en 2015. Non, c'était vraiment avant le lancement. C'est quand ils étaient tous ensemble là, dans leur maison, je sais plus où, en Suisse, pour lancer le Bah, développement. non, mais le débat a mis fin, ça a été en 2016. C'est quand Charles Hoskinson a dit, bon, bah, allez, moi, je me casse, j'en ai marre de ce truc-là, quoi. Ouais, bah, toujours été que Mais, ça fait plus de 7, si, ça fait 8 ans que c'est pas le cas, tu vois. Dans tous les cas, même si c'était en 2016. oui, mais au final, même aujourd'hui, il y a un truc qu'on oublie beaucoup, c'est écrire un EIP aujourd'hui, c'est pas à la portée de tout le monde. Non, non. Alors, je t'arrête tout de suite parce que justement, je viens de faire un tour sur les ACP. Parce qu'il y a la Je suis différence obligé entre de la donner théorie la et la parole. pratique. On fait vite, Abdel, parce qu'après, j'ai Ouais, très Foudre vite. à qui j'aimerais donner la Ok. parole. Mais vas-y, comme tu as Dites été la différence apostrophé. entre réalité, théorie et pratique. J'étais sur les ACP, il y en a aucun littéralement qui vient d'une personne qui n'est pas de Avalab. Va faire la même chose sur Ethereum, regarde la diversité des gens qui ont proposé des EIP. Voilà. Mais oui, mais Ethereum est là depuis bien plus longtemps, et les EIP Ouais, sont mais là voilà. depuis le début. Ouais. Non, mais on est d'accord. Mais il y a un truc aussi qu'il faut mettre en perspective, c'est que combien de IP ont été acceptés par des personnes inconnues? Aucun. Non, c'est pas vrai. Il y Bah a si, même des aucun. EIP anon. Il y a des EIP, on sait même pas. Il y a des EIP anonymes, mais qui n'ont pas été acceptés, qui ont été mis en place, qui ont été propulsés, qui ont été discutés, mais qui n'ont jamais été acceptés. Non, c'est pas vrai. Même le IP Ouais. actuellement, le 3074, c'était mis en place par un anonyme. Ah oui. Qui a été repris par un mec connu. C'est là où Mais je veux bien- en venir. Mais bien sûr, Oui, mais ça a non, été mais proposé Ah oui, Dans par mais un sa l'idée road- anonyme. initiale, exactement. L'idée initiale. Puis ça a fait consensus social et ensuite, du coup, il y Ah, a Gourou, tout tu le peux monde Voilà. pas qui avoir le- raison même quand tu as tort. Tu dis qu'il n'y a aucune EIP qui a été proposée par un inconnu qui a été acceptée. Là, on te dit qu'il y en a un, il a été accepté, même si entre-temps il a été repris. Là, pour le coup, l'exemple, la Non, mais vérité par l'exemple. Non? il a été repris par un mec connu qui lui a réécrit le Non, mais IP. oui, d'accord, mais l'idée initiale, elle vient d'un inconnu. Vrai ou pas? Moi, j'en sais Ah rien, bah mais je veux oui. juste qu'on évite d'être Bah, de mauvaise foi pour le coup et qu'on d'accord, là, reconnaisse qu'on peut. ok. Merci, mon Dans ce frérot. sens-là, ok, d'accord. Ok. Mais il y Je a un donne autre la truc, parole c'est... à. Attends, j'ai pas fini. Alors, vas-y. Et Parce que après, du Foudre. coup, au final, là où je veux en finir sur ce truc-là, c'est la plupart des blockchains et la plupart des projets sont des entreprises. Donc, et même si tu vous proposez un truc énorme, vous n'allez pas pouvoir la faire passer si derrière les développeurs ne sont pas d'accord. Et ça, c'est sur tous les projets. Et un autre truc, tous les L2, ça ne sert à rien de faire des propositions sur les L2 parce qu'il y a des admin keys. Donc, à partir du moment où il y a des admin keys, c'est-à-dire une clé qui permet d'arrêter la blockchain à tout moment, ça sert à rien de faire des propositions dessus et d'aller voter dessus. Bah, c'est débile comme argument. C'est parce que là, si tu fais une proposition sur un truc qui n'a pas d'admin key, ça change rien. Ça veut pas dire que tu vas pouvoir enforcer l'upgrade dans le protocole. Ça revient exactement au même. Ça, c'est pas un Non, là où argument. je veux en venir, c'est que les L2, les mecs, littéralement, une poignée de mecs peut arrêter le projet. Donc, ils ont la main mise sur absolument tout.
Bien sûr, mais il le communique et c'est pas quelque chose de Bah oui, caché. c'est Le pas quelque stade chose de caché. actuel, c'est que par contre, ce que tu dis, enfin, Ethereum et Bitcoin sont quand même très très loin de ce que tu es en train de décrire. Par contre, on est vraiment à l'opposé, quoi. Et je pense que c'est un peu les deux seules blockchains qui peuvent se tarrer de ça aujourd'hui. Je pense que Solana s'en rapproche, mais ils en sont encore très très loin. Pour moi, il y a que Bitcoin, perso. Bah, Ethereum n'est pas du tout une entreprise. En fait, quand tu vois les corps dev call, que ce soit pour l'execution layer ou le consensus layer, c'est des gens hyper diversifiés, tout se fait en public, tout est transparent, n'importe qui peut rejoindre le YouTube et prendre la parole. Enfin, on est loin, loin, loin d'une entreprise qui est en Ok. train de faire ça en catimini. Merci messieurs, et faut qu'on avance. On fermera le space à 13h, comme ça vous avez aussi une vision du timing. Je vais laisser Foudre, qui je crois grouille sur sa chaise, et ensuite il y a Olivier aussi qui n'a pas parlé depuis longtemps. Vas-y Foudre. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Non, bah du coup, je vais aussi revenir sur MVX, comme ça tout le monde sait de quoi on parle. Donc, MVX est beaucoup plus aligné sur ce que fait du coup Polkadot. Donc, tous les stakers ont un droit de vote. Pour proposer par exemple une propale, faut pouvoir convaincre un pool qui doit réunir au moins 1000 EGLD pour pouvoir pousser une EIP, enfin une XEIP par exemple. Non, XIP, je sais plus comment on les appelle. MIP, juste MIP. Et donc, il faut pouvoir les convaincre, voilà, avoir un certain consensus social que une proposale est bonne et doit être mise au vote. Et ensuite, elle est votée. Donc, bon, pour l'instant, ça reste encore assez, comment dire, ça vient de naître, ça a à peine 4-5 mois, je crois, la gouvernance. Ça a commencé Le en premier vote, novembre, il me c'était en semble. août, je crois. Le tout premier vote était En en août. août. Ouais, je crois. En août, c'était pour UTK, mais le premier vrai vote de gouvernance sur le protocole, ça reste novembre Ouais. avec l'arrivée de Sirius. Et donc là, pour le coup, sur un Multiversix, on est d'accord qu'ils utilisent un système quadratique, mais qui est fondé sur la détention sur le stake de GLD, non? C'est pas ça? Ils voulaient le faire à la base et ils se sont rendus compte que si ça marchait ça pouvait marcher pour le DEX, pour le protocole, c'était trop dangereux pour l'instant. Donc là, ils sont en proportionnel, ils sont pas en quadratique, ouais, c'est ça? C'est ça. Ok, exactement. merci. Ouais, Quadratique, c'est sur la base de la vers racine carrée, hein, pour que tout le monde comprenne bien. Donc du coup, on est beaucoup plus aligné avec ce que fait du coup Polkadot aujourd'hui. Et là où j'ai du mal, si tu veux, avec la vision d'Ethereum, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui empêche parce qu'en fait, on peut dire que c'est une méritocratie, mais on peut aussi dire que c'est une épistémocratie. Et ça peut même, a fortiori, se transformer en une technocratie comme par exemple l'UE, si vous voulez. C'est-à-dire que le peuple n'a aucun... Alors, je t'adore, frérot, mais tu peux pas me sortir un truc qui commence par hémisto et qui finit par crassis sans nous expliquer ce que c'est. C'est quoi ça? Hémistocratie, c'est ça? Épistémocratie, c'est les plus savants, les plus sachants, ceux qui ont le plus de savoir qui gouvernent, si tu veux. Sans H, épistémocratie. Donc en fait, Ethereum, c'est un peu un mélange entre l'épistémo et la mérito, c'est-à-dire que des gens de l'extérieur peuvent rentrer ici s'ils ont le mérite, mais encore faut-il qu'ils se fassent accepter par ceux qui sont aujourd'hui comment dire, influents dans le social layer. Et en fait, il n'y a que l'honnêteté, si tu veux, des core devs à la base et des gens qui aujourd'hui sont influents qui protègent ça, si tu veux. Donc, ça peut très bien dériver vers quelque chose où c'est très fermé, par exemple, comme Bitcoin Core aujourd'hui, où c'est quasiment impossible. Enfin, l'ossification a capturé, si tu veux, l'évolution du réseau. C'est que Bitcoin, pour le faire évoluer aujourd'hui, c'est très 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 compliqué. Et c'est pour ça que on l'appelle souvent le dinosaure, parce qu'il n'y a plus aucune. Enfin, la dernière mise à jour, je crois, ça date de 2020 ou 2021. Je sais plus exactement. Donc voilà pour ça. Donc moi, je préfère la vision qui est plutôt. Alors, plutocratie, oui. Moi, j'aimerais qu'elle soit aussi avec un vote quadratique pour limiter, si tu veux, la puissance des votants qui ont un gros stake. Mais pour moi, c'est essentiel que, entre guillemets, le peuple, les petits holders, soient aussi impliqués dans ce mouvement-là. Et qui est aussi, par exemple, comme on en a pu discuter la semaine dernière, de la délégation envers les gens qui sont, par exemple, influents, qui ont du savoir, qui savent mieux que les petits holders, entre guillemets, s'ils le décident. Et on n'a pas ce problème qu'on a aujourd'hui dans la démocratie, c'est-à-dire que tu n'as pas un lock temporel de ton vote envers un délégué. C'est-à-dire que s'il y a un vote, il n'a pas respecté ton choix ou tu trouves qu'il ne te représente plus, le prochain vote, tu enlèves ta délégation et tu la mets vers quelqu'un qui est plus en ligne avec tes idées.
Donc voilà pour ça. Ok, très bien. On a Olivier, vas-y, et après Alex. Ouais. Alors moi, je voulais revenir justement sur la plutocratie et aussi ce qu'avait dit Gourou. Alors, le premier plutocratie, moi, je suis entièrement d'accord avec Abdel et Gaëtan, même si aujourd'hui, Solana ne fonctionne pas comme ça. Donc, le dernier vote qu'il y a eu récemment a été vraiment que sur le stake. Mais je sais que c'est dans le chemin aussi de faire quelque chose, un modèle hybride un peu. En fait, en gros, il y aurait une partie utilisateur qui représenterait 30% du vote en fonction de ton activité sur la chaîne. Il y aurait une autre partie 30% qui représenterait les développeurs qui n'ont pas encore de validateur ou de stake, et une autre partie 30% qui serait donc les validateurs et donc la plus grande partie des stakes, contenant également la délégation. Donc toi, en tant qu'utilisateur, si tu veux effacer un vote de ton validateur, tu peux aller le faire et détacher ton stake en gros. Ben voilà, ça c'est dans les plans, c'est pas l'actualité, mais je voulais dire que j'étais d'accord avec Abdel et Gaëtan sur la philosophie. Donc c'est un modèle un peu hybride. Et pour revenir sur les développeurs, donc ce qu'a parlé Gourou aussi, les EIP et donc sur Solana ça s'appelle les SIMD, Solana Improvement Documents, mais c'est exactement pareil. Enfin, la plutocratie, elle peut totalement être effective là, et je pense que Ethereum c'est un bon modèle. Et d'ailleurs, comme l'a dit Gaëtan, Solana s'en inspire un peu du modèle d'Ethereum, en faisant venir en fait plusieurs clients en développement, ça fait venir des développeurs ultra qualifiés qui vont pouvoir, et tu leur donnes accès globalement. En fait, tu peux avoir plusieurs repositories, c'est-à-dire que tu peux avoir d'un côté les specs de ton protocole, là où tout le monde vote, là où tout le monde dit OK, le protocole doit se comporter comme ça, tout le monde fait des propositions, etc. Et d'une autre partie, tu peux avoir 3, 4, 5 repos différents où tu auras vraiment les implémentations différentes. Et donc, une fois qu'un EIP ou SIMD est voté, bah, tu as 3 mois, 6 mois pour l'implémenter. Sinon, bah, en fait, tu fais plus partie du protocole. Donc, tu peux vraiment séparer les deux. Et nous, d'ailleurs, j'ai un bon exemple, c'est FireDancer. Ils viennent d'avoir il y a un moment, d'ailleurs, c'est il y a 3 ou 6 mois, ils ont eu l'admin access sur la spec de Solana. Et en fait, ils ont viré 5 ou 6 proposals qu'avait fait Anatoly il y a ces 6 derniers mois. Et ben, ils les ont, en gros, via leur plutocratie, parce que c'est vraiment des experts techniques, ils ont réussi en fait à virer des proposals même du CTO, CEO. Donc, ce qui montre que ça marche plutôt à ce niveau-là aussi. Si tu es reconnu comme un expert, tu peux soit promouvoir toi tes proposals, soit effacer aussi celles des autres qui ne paraissent pas correspondre avec la direction du produit technique. Donc, je pense que c'est très faisable. Et Ethereum, je suis d'accord avec eux, ça marche très très bien comme ça. C'est quelque chose qui dans l'aspect technique de la décentralisation marche très bien. Ok, C'était tout. trop cool, merci. On a Alex qui lève la main et ensuite on passera à la deuxième partie de la discussion. Vas-y, Alex. Yes, je voulais juste faire une clarification sur la gouvernance de Polkadot, c'est qu'aujourd'hui, elle englobe tout. On ne parle pas que du développement du protocole ou de la blockchain. Là, vous parlez tous des EIP, des ACP, etc. Certes, mais c'est quelque chose développeur-centrique, et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, je suis d'accord avec Gaëtan, il y a besoin d'avoir une certaine connaissance, et donc cette méritocratie qui assure que la blockchain va dans la bonne direction, techniquement parlant. Mais par contre, quand on parle de marketing, quand on parle de l'écosystème, quand on parle du business, etc., là, on parle d'une blockchain qui est censée être littéralement une société, en fait, une société digitale. Donc, qui gouverne cette société digitale? Aujourd'hui, dans vos blockchains, c'est les développeurs aussi. Et c'est ça le problème. Et alors qu'aujourd'hui, c'est Polkadot, il y a des expertises qui sont là, des gens qui sont experts dans leur field, ils arrivent, ils disent voilà comment on va faire pour Polkadot, pour le Non, mais le business, problème, en c'est que le Asie, par exemple, marketing soit un ou en sujet, en Europe. fait. Le problème, c'est que ce marketing soit un sujet, en fait. Ben non, mais et donc Nous, on veut pas on que parle pas que de développement. Mais il n'y a pas d'adoption donc? C'est juste du code pour être du code sans avoir d'adoption? Bah, je pense que Non, Le mais marketing, Ethereum on a, ne devrait pas avoir de Ethereum a marketing. réussi à prouver que sans marketing, il y a de Bah oui, l'adoption, je pense, tu vois. Donc, exactement. Non, mais Ethereum, c'est les seuls, c'est comme Bitcoin. Je veux dire, Ethereum, c'est les aujourd'hui, premiers Ethereum, arrivés. il est Hein. hors discussion. bah, Non, mais c'est je- le ok, mais deuxième. parler des autres blockchains. Ethereum, pour Ouais. moi, il est hors sujet puisque c'est déjà beaucoup trop gros, juste la TVL. Ah, Il y a qui donc? Il y a Avalanche, Solana, Starknet. Désolé, Starknet, s'il n'y a pas de marketing, vous faites quoi, les gars? Personne va l'utiliser, Non, si mais Starknet. justement, si mais tu veux, on justement, peut sur le parler. L2, j'accepte des Ouais. trucs que Alors, j'accepterais pas sur un c'est L1. Je te le dis très clairement, si on était un L1, j'accepterais pas la moitié de ce qui se passe aujourd'hui en termes de token-based governance et de marketing et de compagnie. Très clairement, j'accepte ça parce que c'est un L2. Mais sur un L1, non.
Mais c'est là toute la Ah, différence en fait. C'est à quelle granularité de layer tu peux placer ce type d'activité. Et sur un layer 1 qui se doit d'être crédiblement neutre, quoi, qui est quand même la base de ta sécurité, de ta décentralisation. Nous, nos éthos chez Ethereum, c'est qu'on peut pas, ça nous donne envie de vomir, d'imaginer la fondation Ethereum faire du marketing. Tu vois, si je vois une pub pour la fondation Ethereum quelque part dans le monde, vraiment, ça me donne envie de vomir. Alors que pour un layer 2, c'est pas la même Mais chose. tu fais quoi là aujourd'hui en parlant, par exemple? Tu fais quand même du marketing, même si c'est organique, Mais tu vois. Ah, Je mais veux c'est dire, bien il que y a le du social marketing layer tout le le temps. fasse, tu vois, ça c'est je, bien, c'est très bien. je représente pas la fondation Ethereum ni quoi que ce soit, justement. Voilà, exactement. C'est un Mais parti moi du non plus. social layer et ça c'est fine que les gens discutent et ils essaient d'orienter les narratives un peu de ce qui, en fonction de leurs convictions, ça c'est très bien, mais c'est en dehors de la gouvernance du protocole en tant que tel. Et puis on invite ici des personnes qui ont aussi leurs opinions. Je veux dire, Abdel, c'est pas juste le gars de Starknet, tout comme Foudre, tout comme Olivier. Sinon, les maxis nous intéressent pas ici, et c'est aussi pour ça que tu es là, Alex, toi non Non, plus. Je pense que t'es moi, pas. je suis d'accord. Je suis Je suis d'accord pas avec Nazi Alex. Polkadot non plus. En fait, je suis d'accord avec Alex sur un point, c'est que oui, pour Ethereum, ça fonctionne parce que Ethereum était le premier arrivé, premier servi. Donc, forcément, pour lui, ça fonctionne. Mais c'est vrai que pour les autres projets qui sont arrivés après, qui sont du coup beaucoup plus nouveaux et avec du coup une marge de progression qui est différente et surtout une base qui est différente, donc forcément, tu dois faire du marketing. Et je suis d'accord avec Alex. Moi, je suis pas d'accord avec la proposition de Polkadot. C'est comment c'est mis au niveau de la proposition pour le vote. Mais ça, c'est un autre débat. C'est est-ce que c'est une bonne façon de faire ou une mauvaise façon de faire? Moi, je suis pas d'accord. Mais après, si les gars de chez Polkadot sont d'accord, why not? Ok. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que si on prend l'exemple de Solana, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marketing, il est très contrôlé. Alors, contrôlé, organisé par la fondation, mais de moins en moins. Par exemple, qui aujourd'hui organise les hackathons? C'est plus nous, c'est plus Foundation, c'est Colosseum, c'est une autre organisation. Et ça fait partie du marketing, façon de parler, tout ce qui est attirer des nouveaux développeurs, attirer des nouveaux projets, etc. Donc en fait, peu à peu, ça c'est évolutif, c'est-à-dire ça se décentralise. Mais effectivement, au début, décentraliser le marketing dès le début, c'est vraiment très dur parce qu'en fait, le marketing, c'est que de la communication. Donc si toi aussi, tu dois aller interagir avec plein d'intermédiaires, ça peut devenir compliqué, quoi. J'aime bien aujourd'hui, effectivement, Ethereum et Bitcoin, c'est les seuls qui peuvent se targuer de ne pas avoir de marketing, en tout cas centralisé. Mais pour les autres, en tout cas, c'est vrai que ça prend du temps à décentraliser. Mais c'est pas pour ça que ça va pas vers la décentralisation. C'est juste qu'on le fait au fur et à mesure parce qu'encore une fois, la communication, c'est très dur. Et on a vu d'ailleurs Solana au fur et à mesure se décentraliser. Et on n'est pas encore full décentralisé, mais il y a des frictions. Clairement, on les voit dans la communication. Il faut mettre des choses en place. Tu passes plus par un Discord ou un machin. Tu passes par des votings, de la gouvernance justement, etc. Mais c'est des choses qui mettent vraiment du temps à se mettre en place. Donc, je suis plutôt d'accord avec Gaëtan et Abdel sur Mais ce point-là. C'est il faut qu'on avance, les amis. Et je sais que ça peut être frustrant. Juste un dernier point, et j'aimerais donner la parole à Foudre pour que. Est-ce que tu sais, Foudre, ou l'une des autres personnes qui sont avec moi ce matin, est-ce qu'il y en a un qui peut peut-être faire un petit point sur Cosmos? J'ai 2, 3 personnes en privé qui me demandent et qui me disent que ça manque un peu de Cosmos dans la discussion. Donc on est déjà 6. Mais est-ce que l'un d'entre vous connaît un peu plus Cosmos et pourrait peut-être donner aussi la vision de Cosmos sur le côté natif ou évolutif de la gouvernance? Qui se sent le plus chaud pour y aller? Cosmos, le problème, c'est qu'eux, ils ont déjà des guerres intestines, pardon, entre les core teams originels. Donc, c'est tellement un bordel, si tu veux, même entre eux, que la question de la communauté se pose pas trop. En plus, je pense qu'ils sont victimes un petit peu, entre guillemets, du succès, qui est que le Cosmos SDK, tu peux l'utiliser facilement pour lancer ton app chain, mais les app chains, en réalité, sont pas très impliqués, en vrai, dans le core développement de la tech en elle-même. Et ça, c'est un truc que j'ai reproché beaucoup sur l'écosystème Cosmos quand j'avais travaillé dessus. C'est que les gens, ils prennent juste la tech, ils l'utilisent, mais ils s'en foutent, ils contribuent pas en retour, ils participent pas vraiment très forcément. Eux, ils ont un système, clairement, c'est du token-based voting, pareil, avec des proposals et compagnie. Mais c'est pas. Les gens, en général, la vérité, c'est qu'ils font des votes et tout parce qu'ils savent que ça va être inclus dans des critères d'airdrop de certains produits. Mais voilà. Mais eux, ils sont victimes de aussi beaucoup de guerres intestines. Ok. Pour rajouter aussi un truc sur Cosmos, Cosmos a été buys par une mafia au début et du coup à partir de ce moment-là, à partir de 2021, tout ce qui s'est passé sur Cosmos a été fait par une minorité de personnes. Et Notamment en termes avec Osmosis, hein, on peut le dire. Hein.
Oui, oui, avec Cosmos 10, ouais, mais de toute façon, maintenant, on sait très bien que il y a Cosmos 1 qui a été fait par l'un des cofondateurs et Cosmos actuel qui, du coup, est la team de base. Et du coup, maintenant, Cosmos de base est, entre guillemets, géré en grande partie par des core devs de Osmosis. Mais c'est pas un mal pour ça, parce que, entre guillemets, c'est pas parce que c'est une mafia, entre guillemets, qui maîtrise maintenant le protocole que c'est forcément mal. Disons qu'ils poussent le Cosmos dans une direction qui, pour eux, est plus souhaitable que ce qui était à la base de Cosmos Hub, qui, eux, voulaient vraiment tout décentraliser et qui a, en même temps, dans un sens, ruiné un peu le projet parce qu'ils n'ont pas intégré très rapidement des stablecoins. Ok, merci. Il y a juste un petit point que je voulais, Vas-y. Et je voulais après, dire, on si passe ça à ne la dérange pas. deuxième J'avais pour partie. 30 secondes. Vas-y. Je suis allé voir la gouvernance. Enfin, déjà, je suis allé sur le site de Solana. C'est marrant parce que c'est marqué Governance that just work. Et du coup, je suis allé sur le forum et je trouve qu'il y a un truc qui est très. Enfin, dont je m'attendais pas, c'est que la communauté semble vraiment très peu impliquée dans la gouvernance. Le forum de Solana est moins actif que celui de MVX. Alors, il est peut-être plus qualitatif, ça, ok, ça c'est probablement sûr. Mais je trouve que par rapport à la taille de la communauté, enfin, la proposal qui a le plus de commentaires, elle en a 19, et je trouve ça assez étonnant pour le coup. C'est Alors, normal. la gouvernance, elle se fait pas trop sur le forum, elle se fait plus sur si tu vas sur le GitHub, tu verras plus de messages, je pense. En fait, le forum, c'est plus sur des sujets sociaux. Alors après, peut-être que c'est vrai que sur MVX, il y a peut-être plus de communication sociale, mais je sais que sur Solana, c'est plus des communications techniques. Alors parce que c'est peut-être un revers de la technologie, on attire plus des développeurs que des gens sociaux ou etc. Donc en fait, la majorité de la communication se fait sur GitHub, hein. Et la majorité des gens s'en foutent de la gouvernance. Peut-être aussi, mais bon, de plus en plus, on attire de plus en plus de gens qui quand même ont notamment avec Jito et le MEV qui s'est passé récemment. Pour info, par exemple, vu tous les gens qui étaient derrière Solana et qui avaient à cœur du protocole, etc., ils ont quand même fait arrêter le MEV sur Jito, enfin le MEV, le pré-MEV sur Jito, qui était très actif et qui niait à l'aspect économique des utilisateurs. Donc, ils ont fait arrêter la queue qui était sur un des validateurs Solana. Donc, c'est quand même bon. Il y a des gens qui ont à cœur quand même le protocole et que les choses se passent bien. Mais après, effectivement, on attire plus des développeurs que des gens de tous bords. Ça, c'est vrai. C'est une vraie critique. Ouais. Ok, alors on va maintenant passer, et ça va être intéressant, on va parler de layer, de social layer, on va parler de staking, providing, on va parler des développeurs, on va parler des simples détenteurs de tokens. Comment est-ce que justement la fondation eh bien, parvient à équilibrer l'influence de ces différents pouvoirs, entre guillemets, et bah, justement pour diriger sa gouvernance. Qui veut commencer justement, soit avec les pratiques qui vous semblent les plus saines, de façon abstraite, évidemment derrière de façon concrète, comment ça peut se matérialiser sur les écosystèmes que vous maîtrisez. Gaëtan pour commencer. Yes, bah pour répondre à cette question, j'avais mis tout à l'heure dans le chat une image que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, hein, qui est de Tim Beko. Donc Tim Beko, c'est une personne qui organise justement tous les calls de gouvernance, on va dire ça, au sein d'Ethereum. Je l'ai piné, hein, pour ceux qui veulent, c'est le deuxième qui est piné dans le space. Voilà, et donc lui, il utilise cette image qui est un peu en forme d'oignon pour montrer comment, alors que la gouvernance est effectivement méritocratique et qu'elle peut, je suis d'accord avec Foudre, tendre vers, alors j'ai oublié le terme que tu as utilisé, mais l'épi, je sais pas trop quoi, crassi. Et c'est pas, pour moi, c'est pas un problème. Je suis content que ce soit des gens très qualifiés qui fassent les mises à jour. Par contre, tu as tout un tas de garde-fous qui sont rajoutés après, qu'on voit très très bien sur cet oignon, où donc tu as les core devs et les EIP champions qui sont un peu à l'origine des modifications. Mais par-dessus tout ça, tu vas avoir toutes les personnes qui participent au consensus, donc les validateurs d'Ethereum, et surtout tous les nœuds par-dessus, qui ont le mot final sur si oui ou non la mise à jour qui a été développée par les core devs va avoir lieu sur Ethereum ou pas. Et lorsqu'il y a conflit, et il y en a eu par le passé, c'est ça qui est bien avec Ethereum, c'est qu'on a eu ce genre de cas, avec le hack de la DAO, vous savez, en 2016, qui a abouti à 2 blockchains, mais c'est parce que certains nœuds ont dit bah moi je suis pas d'accord avec la mise à jour qui a été proposée, donc je fais tourner l'ancienne version sans la mise à jour.
d'autres nœuds disent ben moi, je veux garder la mise à jour. Donc, on a eu deux réseaux, un fork, entre ETH classique et ETH tel qu'on a aujourd'hui. Donc, on a in fine toujours ce garde-fou des nœuds qui doivent, entre guillemets, mettre à jour leur propre machine, leur propre client, pour dire si oui ou non ils sont d'accord avec ce que les Cordev ont fait. Donc, on a ce garde-fou qui est très, très important. C'est pour ça que même faire tourner un nœud complet, souvent on dit que ça sert à rien, que c'est juste, entre guillemets, pour soi, mais ça a tout un intérêt pour valider les transactions, valider les blocs, mais aussi pour donner son avis sur sur la gouvernance et l'évolution d'Ethereum, puisque c'est nous qui décidons les versions des logiciels qu'on installe lorsqu'on a un nœud. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir ces garde-fous. Et par-dessus ça, sur ce système de l'oignon, on a en fait la communauté au sens large, hein, le social layer, le layer 0, qui, par ces talks qu'on est en train de faire, par ces discussions, par plein de Twitter Space, de call YouTube, décide de oui ou non si ça vaut le coup de faire une mise à jour. En ce moment, il y a un gros débat sur Ethereum sur la courbe d'issuance, la issuance curve, pour savoir si oui ou non on modifie l'issuance curve d'Ethereum. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est pas grave. Mais en fait, on n'arrive même pas à atteindre ça au niveau des corps dev, puisque toute la communauté ne semble pas converger vers une solution. Il y a beaucoup de débats, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Et donc, le layer 0, les gens simplement qui discutent et qui sont passionnés par Ethereum, ne se mettent pas d'accord. Et donc, vu que ça ne se met pas d'accord, ça va pas plus loin pour l'instant, entre guillemets. Donc voilà, je vais pas être plus long, je vais rester bref. Mais ce système d'oignon est assez sympa pour comprendre tous les garde-fous qu'il peut y avoir sur cette méritocratie interne qu'on a au sein d'Ethereum. Ok, très cool, Ouais, très intéressant. Vas-y, Abdel. Ouais, je suis 100% d'accord et franchement, je pense que ça marche vraiment très très bien. Juste pour faire l'avocat du diable et pour aussi dire des choses à améliorer sur Ethereum, mais c'est encore pire sur les autres, donc c'est pas un souci. C'est qu'en fait, malgré tout, il y a quand même de plus en plus de poids de certains acteurs qui, malgré tout, ont un choix dans l'influence des hard forks, notamment par exemple les issuers de stablecoin et compagnie. Il s'avère qu'ils n'ont jamais voulu tenter de faire une attaque et qu'ils ont toujours suivi les core dev et le social layer, mais ils ont un gros poids quand même. Le poids de la DeFi et des stablecoins en particulier est quand même gros parce que on dit oui, c'est vrai que les nôtres peuvent choisir leur fork, mais bon, tu choisis un fork qui n'est pas celui reconnu par Circle ou Tether, t'es dans la merde. Donc voilà, il faudra faire attention à ça over time et améliorer. Mais ça, c'est le même problème sur toutes les blockchains. Ouais, tout à fait d'accord. Il n'y a que Bitcoin qui est immunisé. Oui, contre qui est prévenu de ça, exactement. À partir du moment où tu n'as rien qui se construit sur toi, c'est facile, tu dépends oui, personne voilà, d'autre. exactement. Pas nous non plus, on n'a pas de stable natif. Ouais. Le moyen de résister contre ça, c'est d'avoir une diversité d'opérateurs. En fait, c'est de ne pas avoir un seul RWA, donc de ne pas avoir Circle qui devient trop important. Il faut en avoir plusieurs pour éviter que Circle ait une main. D'ailleurs, Circle les font peur, pour être honnête. Moi, j'étais au Circle Forum il n'y a pas longtemps. Leurs ambitions sont démesurées. Ils vont prendre le contrôle de tout. Ils vont faire des wallets, ils vont faire des services et tout. Et c'est sûr et certain qu'ils vont faire leur propre chaîne et tout. Ça devient un gros danger quand même. Ça à surveiller. Super. Vas-y, Gourou. Non, c'était juste pour dire que j'étais d'accord avec Abdel, mais même aujourd'hui avec les blockchains POS, c'est encore pire. Parce que aujourd'hui, imaginons qu'il y a un fork qui se produit, et ben en fait, tu fais tourner les deux nodes, parce que de toute façon, tu vas avoir un clone de tes tokens sur l'autre blockchain. Du coup, tu as juste à faire tourner deux nodes. Dans tous les cas, tu es gagnant en fait. Ouais, non, parce que tu vas être slashé, en fait, tu vas perdre. Tu peux pas sur les deux. Donc, si tu peux pas jouer sur les deux forks en même temps, il y en a un où tu vas être slashé et tu vas perdre avec l'inactivité liquide sur Ethereum. T'as juste à transférer tes tokens sur un autre wallet et puis faire tourner sur un autre node, et puis c'est tout. Non, tu peux, Oui, tu peux pas avoir les deux en parallèle. Il faut que tu envoies l'un vers l'autre, comme tu viens de dire. Tu peux pas avoir les deux en parallèle. Ah, mais oui, mais t'envoies l'un vers l'autre, vers un autre wallet. Au moment des forks, il aura les tokens sur les deux et après, il crée une nouvelle identité dans laquelle. Non, mais de toute façon, même s'il garde le même nom d'identité, il ne va pas se faire slasher sur la chaîne du fork parce qu'elles sont complètement silo. Donc oui, il a raison, techniquement, c'est possible. C'est ce qui s'est passé sur Cosmos, hein, donc. Ouais. Ok. Donc toi, est-ce que tu veux dire que ça limite le fait, en fait, les gens, ils ne vont pas forcément avoir à faire un choix rationnel, ils vont dire, vas-y, je vais sur les deux, je fais du spread and pray, en gros. Exactement, ouais. Par exemple, c'est un peu ce qu'on a eu au début avec BCH, en fait. Quand il y a eu le fork avec BCH, je me souviens que on faisait tourner deux nodes, un Bitcoin et un BCH, jusqu'à qu'à un moment donné, forcément, la difficulté augmente sur BCH. Soit plus rentable, et puis voilà. Ouais, en fait, exactement. C'est ça. Ça marche si tu as deux nodes, effectivement. Mais tu vois, moi, à la maison, j'ai un nœud Ethereum, j'en ai qu'un, j'ai une seule boîte, j'ai un seul matos informatique, donc je devrais faire un choix. Je pourrais pas être sur les deux en même temps. Bon, après, ça dépend du matos que tu as, tu vois. Genre, un node, maintenant, tu fais tourner sur un ordi. Non, parce qu'il faudrait un SSD 2 fois plus grand, donc je pourrais pas, tu vois, en l'occurrence. Oui. Ça te coûte pas très cher, après, tu vois, d'acheter un SSD. Voilà, exactement. Si tu te rendrais compte que c'est rentable pendant 6 mois, peut-être que tu ferais l'effort d'acheter un nouveau nœud. C'est pas con, en vrai, c'est pas con. Ok. Foudre, je sais que
tu parles souvent du social layer. Parle-nous un petit peu Il justement de parle la souvent vision. tout court. Non, il Ouais, écrit beaucoup surtout, il écrit beaucoup. c'est vrai qu'il écrit plus qu'il parle. Mais là, en l'occurrence, parle-nous un peu de la vision de Multiversix et peut-être de l'influence du social layer. Parce que Multiversix a plusieurs outils concernant la gouvernance. Il y a l'Agora, il y a donc un espèce de forum, on a l'outil de vote, on a évidemment la core team qui décide des grosses orientations. On a aussi Twitter qui influence, je trouve, ou en tout cas qui tente d'influencer beaucoup les décisions et derrière se font des discussions passionnantes, notamment avec Et qui Robert prend des taquets par Sassou. Benjamin aussi. Il peut nous arriver parfois d'être en désaccord, c'est très vrai. Hashtag Bobert. Voilà. Donc, Foudre, est-ce que là aussi tu peux nous parler de ça et peut-être aussi peut-être aussi les staking providers, ils ont aussi leur mot à dire sur les mises à jour du protocole. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et ta vision de cette façon de faire? Je dirais qu'aujourd'hui, sur MVX, ce qui nous manque vraiment le plus, c'est des gens qualifiés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le social layer, on a beaucoup de personnes qui sont des contributeurs. Tu vois, par exemple, comme moi, comme Davy, comme DB, qui sont aussi souvent, je les vois souvent très actifs dans l'Agora. Donc, on a un social layer de contributeurs qui est plutôt assez développé. On a une communauté qui, mine de rien, participe quand même au débat, à la gouvernance. Alors, bon, c'est sûr, du coup, plus tu as de gens qui sont moins, euh, qui ont moins de connaissances, plus bah, tu as des fois des propositions qui font même pas sens et tu as envie juste de virer le message du forum. Mais ce qui manque aujourd'hui, ouais, c'est d'avoir vraiment des personnes qui sont des développeurs, plus de développeurs qui soient là pour faire avancer le core protocole. Ça, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Et j'espère que peut-être l'attrait que va apporter les sovereign shards, ça va pouvoir amener peut-être plus de points d'influence dans ce social layer-là pour faire avancer les choses. Donc ça, ouais, c'est important. Et sur Je vais laisser l'influence de Gourou. la... Ouais. Vas-y, On à la limite, vas-y, dis-moi, Jérôme. Non, c'était justement sur on parle d'équilibre des pouvoirs là, entre la core team, la communauté, donc le bruit entre guillemets qu'il va y avoir sur les différents réseaux sociaux, les staking providers, les développeurs. Moi, c'est cet équilibre des pouvoirs qui m'intéresse dans chaque écosystème. Si on peut faire une petite overview de MVX et puis ensuite des Ouais. autres. Hein. Je dirais qu'au niveau des stacking providers, je trouve qu'on n'a pas assez de stacking providers qui sont vraiment actifs. C'est aussi dû au fait qu'on a beaucoup de stacking providers qui sont pas là parce que c'est MVX, qui sont là juste parce que c'est leur modèle économique, si tu veux. Donc, tu vois, je pense à des gros stacking providers comme, je sais pas, par exemple, le Ganode. Ces gens-là vont pas être actifs dans la gouvernance, si tu veux. Et quand il y a un vote, soit ils votent pas, soit ils se posent pas la question. Ils voient que ça vient de la core team, ils votent oui, tu vois. Et ça, c'est un problème. Mais par contre, on a beaucoup de gens, de petits nœuds qui sont aussi tournés par la communauté, notamment roumaine. Et les discussions qu'on a eues avec le stacking V4 qui va changer beaucoup de choses, ça a un peu ravivé les gens. Et par exemple, le stacking V4, là, c'est un des sujets les plus discutés sur l'Agora. Il y a, je pense, une soixantaine de commentaires, 4000 vues, quelque chose comme ça. Donc, ça commence à venir de plus en plus. Et là-dessus, je pense qu'on avance dans la bonne direction, quoi, en tout cas. Ok. Mais ce qui manque vraiment, ouais, c'est des discussions des développeurs, par exemple, sur les nouveaux formats de SDT. Robert a fait plein de proposals pour apporter plus de fonctionnalités aux SDT. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de gens qualifiés pour en parler, quoi. Gourou et ensuite Olivier. Ouais, pour tout ce qui est social, là où une gouvernance serait utile, ça serait pour mute les founders sur Twitter. Ça serait génial. Non, mais vraiment, Je hein, crois que je vraiment, tu vois, voterai avoir pour. un système pour. Ah ouais, avoir un système où quand il dit de la merde, tu lui dis, bah, t'es têche de Twitter pendant un mois, mais ça serait trop bien. Et... Mais pour tout le monde, hein, pas que Non, mais pour, on pour sait toutes que les tu blockchains. parles aussi bien de Benny que de... Comment il s'appelle ton gars à toi? Ouais, Emin Gensera, Voilà. mais il n'y a pas que lui, hein. Vitalik Buterin aussi, de temps en temps, il a dit des dingueries sur Twitter, de temps en temps, il devrait se prendre un Ouais. mute aussi. Jérém, le pauvre, Donc il tout se le fait monde. déjà muter depuis 6 mois. Ouais, moi, je suis pas membre de la core team, moi. Le Foudre, il a lâché un leak là. Ah, voilà. On sait maintenant que Jérém, tu fais partie de la Ah, core voilà. team. Putain, les gars, si vous saviez. À part ça, Gourou.
Non, à part ça, c'est tout ce que je voulais Sur dire. Là où l'équilibre, moi je vois de la sur gouvernance l'équilibre cool, des pouvoirs, comment ça se passe sur Avalanche, sur l'impact de la communauté, des staking providers, etc. mais quelle que soit la blockchain, c'est totalement déséquilibré. Comme disait Food juste avant, quand c'est la core team qui propose quelque chose, c'est majoritairement accepté par tous les nodes. On a bien vu, Abdel tout à l'heure a dit que quand Circle bougeait, il choisissait son layer, tout le monde bougeait dessus. C'est totalement déséquilibré parce que ceux qui ont le pouvoir ont le pouvoir. Enfin, il y a pas vraiment même au niveau du social, c'est rare que tu as une personne de la communauté qui part de rien et qui arrive à grow up suffisamment pour faire entendre sa voix. C'est extrêmement rare. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Olivier, et après Alex. Ouais, bah, comme ça a été dit, donc sur. Juste, est-ce que je peux me permettre? Ouais, Juste vas-y, un tout Abdel, petit vas-y, truc. vas-y. Gourou, tu dis c'est extrêmement rare. Oui, mais parce que les gens ne tentent pas, parce que c'est possible. Et ce qui est important, c'est que c'est possible si tu veux le faire, pas si ça se produit. Si les gens ne le font pas parce qu'ils sont pas intéressés, moi je peux te dire, n'importe qui est suffisamment motivé, etc., il peut y arriver. Voilà, je voulais juste nuancer. Bah, Ok, tiens, vas-y, Olivier. juste pour rebondir, Ok, désolé tout le monde Olivier. rebondit sur Olivier. Vas-y, Foudre. Non, mais le fait que MVX soit très petit, si tu veux, à la base, et qu'on n'avait pas ces points d'influence, et ben au final, on a eu beaucoup de gens, tu vois, qui ont réussi à prendre cette place. Que ça soit toi, Jérém, que ça soit moi, que ça soit Davy, que ça soit DB, et on a vraiment plein de gens, si tu veux, qui sont partis de rien, qui sont pas développeurs à la base, qui n'ont pas forcément des connaissances folles en algorithmique et en dev. Et Tu moi, doutes de mes compétences en algorithmique? C'est ça que tu es en train de dire en direct? Ouais, tu connaissais pas le dilemme du prisonnier, du coup, oui. Ah merde, je suis Non, mais grillé. je veux dire, c'est que Ça, c'est parce que ça fonctionne, parce que c'est un petit village, MVX. oui, C'est bien comme sûr, tout, ça fonctionne parce que c'est bien un petit sûr, mais je veux village. dire, c'est que si tu as des personnes qui se lancent au moment où c'est petit, eh ben, tu peux les avoir, ces gens. Et je pense réellement que nous tous, on a vraiment un impact qui est vraiment non négligeable sur même la direction et les décisions que peuvent prendre la core team. Euh, Moi, sur les gros articles de retour que j'ai faits, toutes les plus grosses choses sur lesquelles je voulais voir, elles ont fini à arriver. Il y a des choses qui ont changé de direction aussi, tu vois. Donc, Je suis assez d'accord. Et effectivement, ça dépend de la taille de l'écosystème. Mais évidemment, plus l'écosystème est petit et plus ceux qui parlent font du bruit, bah, à un moment donné, les deux se rencontrent. D'ailleurs, on le voit, ne serait-ce que dans les événements IRL. Bon, bah voilà, c'est facile pour un KOL d'aller parler à Benny ou à Lucian parce que bah, l'écosystème est petit. J'imagine que ça doit être peut-être un peu plus compliqué, peut-être, d'aller parler en DM ou en vrai avec les fondateurs de Ethereum ou même de Solana. Mais je me trompe peut-être. Mais alors, Olivier, avant que quelqu'un rebondisse sur toi, vas-y. J'aime qu'on rebondisse dessus. Ou que je rebondisse sur les autres, je sais pas. Je sais plus. Allez, mon petit trampoline, c'est ton Alors, tour. on va commencer par ce qu'il faut améliorer sur Solana. Ça a été déjà dit. Donc, le voting aujourd'hui, c'est par rapport au stake. Donc, ça va progresser dans le futur, comme j'ai déjà. Donc, quand même, il y a aujourd'hui, si on prend le fait, c'est quand même les développeurs et les validateurs qui ont le pouvoir de vote final. Ça va bouger dans le futur en associant les utilisateurs et les développeurs purs. Mais ça, c'est la finalité. Le pouvoir exécutif, quoi, si on veut le comparer encore une fois à la politique. Sinon, sur le pouvoir au départ sur proposer des lois, etc., proposer des propositions, comme je l'ai dit avant. Là, par contre, la communauté a un vrai pouvoir. On a de la chance. Alors, Solana, comme il y a un accès performance, on attire des développeurs qui sont adeptes des langages bas niveau, donc Rust, C++. On va attirer aussi SIG, qui est une entreprise qui va écrire un client en Zig, un langage que Ouais, personne ne connaît. syndicat. Ouais, Team syndicat, Ils ouais. sont très bons. C'est Ouais, ça. j'ai essayé de vous les Ils sont, choper, mais. Ouais, ils sont super bons. Abdel la fork d'ailleurs. Comment? Oui. Tu la fork, je l'ai vu sur ton GitHub. Ouais, exactement. Ouais, j'ai fait une contrib dedans. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, t'as C'est une essayé team de très faire forte. Ouais. Mais ces t'as enfoirés, essayé ils de sont faire sur du la Maxi. zigzag, c'est ça? Ouais, ils sont Solana Maxi. On a failli bosser avec eux, mais après ils ont dit non, pour l'instant on se focus sur Solana. Ils ont pas assez de bandwidth pour expand. Eh ouais, oui, c'est quand même des Mais petites ils sont très équipes, mais chauds. ils sont très chauds, ouais, ils sont très bons. Bon, donc on a cette chance d'attirer quand même des développeurs bas niveau, accès performance et tout. Et donc en fait, ces gens viennent, comme je l'ai dit, contribuer sur les GitHub, etc., faire des propositions, voter, contribuer en général au protocole. Et ça c'est une chance, je pense, sur Solana qu'on a réussi à attirer ces gens.
et qui font. Alors après, n'importe qui, je vois de temps en temps parce qu'il y a un validateur call chaque semaine, je crois. Des fois, il y a des gens lambda qui viennent aussi et qui viennent proposer des choses plus hypothétiques ou philosophiques. Et des fois, c'est repris dans des SIMD. Ça arrive plus rarement, mais ça peut arriver qu'il y ait des bonnes idées qui sortent de là sur des gens moins techniques. Mais c'est beaucoup plus rare, il faut l'avouer. Mais voilà, c'est à peu près. Donc, en gros, la division du pouvoir aujourd'hui, c'est ça, c'est quand même axé très développeur, puisque Solana est quand même une blockchain qui est axée très performance et développeur. Ok, vas-y Alex. Ouais, juste pour faire quelques petits points sur Polkadot. Donc, au niveau du équilibre des pouvoirs, donc effectivement, l'accord Dev Team, il reste quand même, ils ont toujours la main mise. Et d'ailleurs, en fait, les vraies grandes directions qui sont données, elles sont souvent prises par Gavin Wood, qui est le fondateur de Polkadot, d'ailleurs, qui a présenté un truc qui est incompréhensible hier, mais je vais laisser les développeurs d'abord me l'expliquer avant de pouvoir vous l'expliquer. Mais voilà, donc le pouvoir sur la tech de Polkadot, il n'y a pas vraiment d'équilibre, ça reste vraiment encore la core theme. Mais donc sur le reste, comme je disais, pour les stackers, ça c'est à peu près pareil comme sur toutes les blockchains, hein, mais les détenteurs de DOT, donc, ils peuvent quand même aussi, et ça c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, c'est la délégation. Et comme disait aussi Foudre, et Polkadot en étant un plus petit écosystème, il y a de la place pour plein de gens pour gagner en délégation, entre guillemets. Et aujourd'hui, on voit plein de personnes qui font pas partie de Parity et de la core team, mais qui ont une voix et qui sont respectés dans l'écosystème parce que ils ont beaucoup de délégations. Et du coup, on passe c'est vrai il y a beaucoup de lobbyisme. Et comme disait Olivier, la, la métaphore avec l'exécutif et toute la scène politique, c'est vraiment là. Moi, aujourd'hui, quand je vais sur le forum, j'ai vraiment l'impression d'aller à l'Assemblée et d'avoir des députés et tu regardes en fait tout ce qui est fait. Tu bites la moitié des trucs, mais tu sais que c'est là où les décisions sont prises. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un peu comme ça que je peux présenter que Polkadot. Et donc, niveau équilibre des pouvoirs, c'est vrai que les décisions, le layer de décision, il reste encore dans les mains de peu de personnes. Parce que soit c'est des gens qui ont la connaissance et donc c'est les core dev niveau technique, soit c'est des gens qui ont la délégation. Moi, avec mes centaines de dots, je peux pas faire grand-chose. Je peux par contre proposer des choses, mais comme tout citoyen aujourd'hui peut proposer des choses à son député, et ensuite c'est au député d'aller à l'Assemblée pour défendre son idée. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit récap de ce qui se passe sur Polkadot. Olivier, et ensuite on passe à la troisième partie de la discussion. Après, pour finir rapidement sur ça, très, très rapidement, on a oublié peut-être une partie qui est importante, c'est crypto Twitter et toutes ces plateformes sociales. J'en parlais de social layer, mais tu as raison, Ouais. on peut en parler un peu plus, bien sûr. Mine de rien, en fait, il y a quand même chaque blockchain a ses communautés et des gens qui deviennent au final un peu porte-parole. Alors dans plusieurs styles différents, par exemple Mert qui est plus agressif, on va dire sur cela, il faut l'avouer, mais c'est un style, hein. Et R89 aussi qui sont plutôt des gens agressifs. Anatoly qui va être plus modéré, avec Austin qui sont plus modérés effectivement. Il va y avoir des gens comme ça qui sont des porte-parole, mais il y a aussi des fois des gens qu'on voit pas dans le background. Des apps qui ont des besoins et qui en fait nous les communiquent à nous, que ce soit sur Discord ou sur Twitter, etc. Un bon exemple, c'est Drip. Drip House, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une plateforme artistique où ils dropent des NFT à tous leurs utilisateurs chaque semaine, etc. En fait, il y avait des vrais besoins produits chez eux parce qu'en fait, un NFT, ça coûte quand même cher à minter, etc. Et c'était pas les seuls à avoir des besoins, mais en gros, il y a eu une poussée de ces applications, donc de ces applicatifs, non pas les développeurs qui travaillaient sur le protocole, mais plutôt des développeurs et des compagnies qui travaillaient sur les apps qui tournaient sur cette blockchain. Et en fait, c'est comme ça que sont sortis les CNFTs, les compressed NFTs, qui en fait étaient poussés par la communauté de développeurs, mais de développeurs d'applications. Sinon, en fait, les NFT, aujourd'hui, il y a toujours des collections de NFT, de 10 000 NFT classiques, qui vivent toujours très bien, mais il y avait ces applications qui avaient besoin des NFT très bas coût pour faire
pour faire d'autres types d'applicatifs. Donc toute cette communauté, peut-être on l'oublie aussi, les apps et crypto Twitter et l'influence que ça peut avoir derrière si les utilisateurs et les applicatifs poussent, quoi. Ok, on va passer maintenant à la dernière partie. On va parler de l'impact de l'interopérabilité sur la gouvernance. Alors, que ce soit entre les blockchains, entre elles, mais également des relations entre les L1 et les L2, voire les L3, les AppChains, voire même les layers 0 avec, avec les projets qui se buildent dessus. Là aussi, comment la gouvernance, que ce soit pas forcément la gouvernance de la blockchain d'ailleurs, mais ça peut être la blockchain des layers ou la blockchain des AppChains. Quels exemples vous avez de bonnes pratiques en matière de gouvernance et en quoi l'interopérabilité justement peut modifier les centres de décision, on va dire. Vas-y, Gourou. Ouais, désolé, j'ai pas trop saisi réellement la question. Dans quel sens tu veux dire les choses? Parce qu'en gros, si c'est permissionless, tout le monde peut venir build chez toi, que ce soit un layer ou un L2 ou un L3. Donc en fait, la gouvernance, il y en a pas réellement, si tu veux partir là-dessus. Ou si tu veux dire, si par exemple un mec veut s'implémenter chez toi, comment la gouvernance gère ça? Mais je pense que ton destin est lié. C'est dans quel sens en fait? Juste pour préciser, mais en vrai, peut-être que certains ont mieux compris que d'autres, ou peut-être j'ai pas été clair et il n'y a pas de souci, je vais reformuler. Mais l'idée, c'est surtout le jeu d'influence entre les layers. Voilà, peut-être que c'est plus clair. Ah oui, les intrications de gouvernance, par exemple, le poids des layers 2 dans la gouvernance du L1 et vice-versa. Voilà, c'était Ah, dans ce sens-là, ok, mais dans ce peut-être l'avais-je sens-là. mal, Ça, c'est une question très intéressante. Et là, je vais. Ok, Alors, ok. J'ai enlevé ma main, du Gourou et après Abdel. Comme ça, on essaye de respecter un peu. Vas-y. Si t'as un élément à Ouais, donner bah, pour le là-dessus, coup, Gourou. je laisserai plutôt Gaëtan et Abdel parler de ça parce que c'est plus Ethereum qui est plus touché par Bah, ça, dans le cas Avalanche, ça peut être ou pour les justement subnets, par les. exemple, le Bah, poids. Est-ce j'allais que. le dire, les subnets, Ouais. vous aussi, vous avez un jeu Pour d'influence, non? Bah pas vraiment non parce qu'en fait en gros Avalanche fournit un SDK et après les gens build avec et du coup tu peux te connecter dessus si et tu veux être vu ou pas vu, tu choisis si tu veux avoir une blockchain privative ou pas. T'es vraiment entre guillemets t'es un layer 1 qui peut se connecter Est-ce que à un les Oui, mais t'as écosystème des donc dépendances à cet pourraient écosystème. Ouais. est-ce que les subnets pourraient se rassembler, j'en sais rien, pour influer justement Pour sur faire du lobbying, pour influencer voilà, la par direction exemple, de. ça, Bah ça fait oui. partie de la gouvernance, même si elle n'est pas bah on-chain. Ouais. là je t'avoue c'est des si et ça Ah, pour l'instant ça ça se s'est voit pas pas vu parce donc qu'il n'y a peut-être aucun dans le subnet futur tu vois. successful, je pense. Ouais, je dis pas Santa Clan. Mais... Non, Allez, en plus, je bim. dis pas Santa Clan. Non mais Moi, C'est ça vrai me qu'on fait rire aura quand même. Non, pour le coup, c'était vraiment pas non mais intéressant. moi Là, je dans le pense sens, que par exemple, avec les L2 sur Ethereum, il y en a qui sont très puissants. On a des entreprises à plusieurs milliards et tout. Donc, on voit les c'est impacts de ça ça ouais. déjà aujourd'hui. J'aurais d'autres choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, pour revenir au Subnet, en fait, si tu veux, genre on a Deloitte, la quatrième plus grosse entreprise du monde et tout ça, mais si tu veux, vu qu'ils ont leur propre layer à eux, ils s'en foutent en fait de comment est géré on va dire le Avalanche. Ils s'en fichent. En fait, ils utilisent juste l'infrastructure. Tant que la structure même mère de base n'est pas touchée, eux, le Non, il y a quand reste, ça même des les choses. intéresse Le pas montant entre guillemets. minimum que tu as à mettre en AVAX. Tu pourrais tenter de faire du lobbying pour influencer des choses. En vrai. Ah oui, non, mais c'est le cas, et c'est déjà le cas, tu vois. Ils demandent tous d'avoir des nouvelles façons de pouvoir avoir des tokens pour pouvoir Ouais, avoir son voilà. propre Ouais. subnet. Chacun utilise. Mais oui, non, mais enfin, pour perso, ça ne touche pas réellement la gouvernance du projet. Ça touche comment tu vas financer les subnets. Tu vois, c'est un autre débat, je trouve. Tu vois, ça ne touche pas réellement la gouvernance, c'est-à-dire que ça touche pas vraiment au code à proprement parler et de la sécurité Non, mais du la projet, tu gouvernance, elle vois. a trait pas juste au C'est code. vraiment On la en a parlé juste avant. Ouais, mais là, c'est plus comment en fait, en gros, tu vas financer les layers, tu Bah, c'est vois. Ouais, mais aussi c'est des ça. règles qui sont différent. implémentées dans le protocole de toute façon. Donc, ça reste quand même du code. Bah là, non. Pour le coup, pour Avalanche, c'est des règles arbitraires pour l'instant. Tu vois, c'est Avalanche qui a Ah! décidé de mettre 2000 AVAX pour avoir un node. Mais c'est Du pas coup, mais là, protocolaire? ça peut changer. Non, c'est pas D'accord. protocolaire, non. Et là, on peut changer en le mettant à 500 AVAX le node s'ils veulent. Et d'ailleurs, c'est une grosse proposition qu'on demande depuis 2021 de mettre à 500 AVAX le Mais node. attends, Pour l'instant, c'est ils ont juste permissionless ou dit pas? que Parce que si c'est permissionless, c'est forcément implémenté quelque part. Si c'est pas permissionless, ça veut dire que c'est des Oui, non. contrats avec la Alors boîte. oui, Ah, oui, ok. oui, oui. Non, mais je suis d'accord, c'est permissionless dans le sens où oui, c'est en pur code, mais on va dire la team peut le changer à tout Ouais, voilà, moment. bah, Tu vois, eux, ils ils peuvent pourraient varier faire du ça à lobbying tout pour moment essayer de le s'ils veulent. changer. Donc, c'est ça qu'on dit, en fait. C'est que c'est. Non, mais ouais, mais tout le On monde le tourne en fait. rond. Même les users, ils veulent avoir leur Ok, node. ok, Tu vois? ok, ok. Abdel et ensuite Alex.
Ouais, donc pour le coup, Ethereum et les Layer 2, je pense que oui, il y a une intrication très forte. Dans le sens où le L1 embrasse totalement d'avoir une roadmap qui est roll-up centrique, donc son destin aussi maintenant dépend de celui des L2. Donc maintenant, il y a une intrication qui est très forte. Et là, on voit les L2 qui sont très puissants, et il y a des choses qui sont un peu dangereuses, honnêtement. Par exemple, quand tu vois que la boîte derrière Arbitrum a racheté un des consensus clients de Ethereum, ce genre de choses. Donc, le fait que les L2 participent au protocole du L1, c'est très bien, mais s'ils ils ont trop de pouvoir, etc., ça peut aussi devenir un risque. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Encore une fois, il y a beaucoup de garde-fous sur Ethereum et compagnie, mais le ratio de puissance entre le L2 et le L1 va être intéressant à suivre, notamment même en termes de market cap. Quid de un jour un des L2 a un market cap qui commence à être 30% du market cap de Ethereum? Qu'est-ce que ça peut changer dans le game et compagnie? Donc ça, c'est des choses à suivre. Juste pour, je suis tout à fait d'accord avec Abdel et non pardon Alex, mais juste pour rappeler un truc, c'est que Polygon avait déjà commencé à faire ce genre d'attaque sur Ethereum au début du lancement de Polygon et quand il commençait à devenir trop gros, ça commençait déjà à avoir des intrications sur Ethereum. Donc oui, je suis tout à fait d'accord et aligné sur ce que dit Abdel, ça peut être dangereux dans le futur. Pardon Alex. Ouais, j'avais juste une question pour toi, Abdel. Au niveau de Starknet, du coup, vous suivez de très très près la gouvernance Ethereum ou vous prenez quand même votre Oui. propre direction Non, on est obligé. En fait, si vous... tu veux, maintenant, le problème, en plus, nous, on est bien placé pour le savoir, pour être honnête, dans le sens où on est plutôt exclu. On a plus de danger que les autres à se faire rect, entre guillemets, parce qu'on est le seul qui n'est pas EVM. Ils font des choses qui sont spécifiques à l'EVM. L'Ethereum Foundation est pro-Snark plus que pro-Stark. Donc, si tu veux, ils peuvent faire des choix techniques qui nous mettent très mal à l'aise, notamment des changements des pricing sur certains opcodes ou quoi qui pourraient nous mettre dans le mal. Donc, nous, on a intérêt encore plus que les autres à bien surveiller ça parce qu'on est un peu le vilain petit canard qui n'a pas pris le même chemin que les autres, les copains de New York et la mafia Optimism et compagnie. Donc, il faut qu'on fasse encore plus gaffe. Ouais. Super intéressant. Et du coup, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous allez push une nouvelle upgrade et ça part dans l'autre direction du côté d'Ethereum ou vous êtes Oui, tout le temps en coordination tous les jours? non, pour l'instant, on a déjà des sujets de contention. On a une AUP qu'on essaie de pousser, que pour l'instant, on a beaucoup trop de pushback de l'Ethereum Foundation et de certains autres L2. On a déjà des cas de friction, hein, pour être honnête, oui. Mais bon, c'est le prix à payer quand on fait des choses différentes. Donc voilà. Et quand on build sur Super quelqu'un d'autre, quoi. intéressant. Ce qui est Oui, normal. tout à fait. Tout comme d'ailleurs demain un Sovereign Shards, donc une app chain sur la main chain sur le Multiverse X, c'est normal en même temps. Sinon tu fais ton L1 quoi. Dans ce cas-là tu contrôles tout. Vas-y Foudre. Ouais, c'est pour rebondir du coup sur ce que disait Abdel, et moi je trouve que c'est un des plus gros problèmes de la vision roll-up centrique. C'est par exemple, tu prends Arbitrum et Optimism qui ont les deux leur stack pour construire des roll-up comme on ferait des app chains avec un SDK. Et en fait, je trouve que c'est un problème parce que ça donne une direction technique à l'évolution en fait de cet arbre fractal, si tu veux, qui est en train de devenir Ethereum. Et ça push tous les builders à continuer à développer sur de l'EVM, ce qui fait que tu auras beaucoup plus de proposals qui sont EVM friendly, qui peut mettre dehors en tout cas mettre à mal des solutions comme Starknet par exemple. Et je trouve ça potentiellement dangereux, si tu veux. C'est que le network effect, si tu veux, capture dans un sens la direction technique du L1, alors que ça devrait pas être le cas, tu vois, pour moi. Contrairement à, par exemple, MVX, ou si tu veux... Ouais, non, je suis pas sûr de cette tech-là. Je vais réfléchir, on verra. Ouais, moi, On n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, mais vas-y Gaëtan. j'ai un peu l'argument inverse, c'est que certes, Ethereum est plus EVM friendly de manière historique, mais j'ai cette sensation quand même qu'ils essayent de pousser pour être le plus agnostique possible au niveau des VM dans le futur, même si ça prendra du temps. Parce que justement, l'avantage de cette roadmap, justement, c'est de dire au L2, allez-y, innovez autant que vous voulez, créez des systèmes différents, des VM différentes, et nous, on essaiera. Ah, ça, c'est la théorie. Ouais, C'est la je suis théorie, d'accord. je suis d'accord. Ça met du non, temps. parce que dans la pratique, regarde, quand Bankless nous avait appelé The List Line d'L2 parce qu'on n'était pas VM, le fait qu'ils font un roll call, donc c'est l'équivalent de roll call dev pour les L2, sauf que c'est spécifiquement pour les VM L2. Donc c'est un délire.
Et justement, pour moi, on est en train de killer l'avantage des L2, à savoir innover et tout. Mais tu as raison, hein, c'est ce que tout le monde claim, mais je pense que pour l'instant, dans la pratique, on n'y est pas encore. Mais oui. Ouais, on n'y est pas Non, encore. mais Après, sur le note-line de David Hoffman, David Hoffman, c'est pas Ethereum, quoi. C'est juste un mec qui a dit ça. Certes, il a du poids, mais ça reste un influenceur, tu vois. Donc, je généralise rien, tu vois. C'est pas parce que 2 influenceurs de Bankless ont dit ça que c'est ce que pense Ethereum. Et quand tu vois un peu la roadmap future avec l'idée de devenir, tu sais, un simple layer qui vérifiera des zero knowledge proof et rien d'autre avec des like clients sur téléphone et tout, on va quand même vers cette vision très, très optimiste sur les layers 2, accepter différents types de zero knowledge proof. Mais je suis d'accord avec toi, pour l'instant, historiquement, on est très EVM et on est très snark. Ça changera sans doute, mais je pense que la roadmap est tellement difficile à mettre en place en fait côté Ethereum que ça prendra forcément du temps. Mais je préfère ça que des solutions qui, un peu plus comme Avalanche, comme AVX, s'ancrent directement sur vos subnets ou vos shards. Elles devront être comme la blockchain principale avec moins d'innovation que ce que permet la Rollup-centric roadmap d'Ethereum. Pas du tout. Non, pas forcément. Du tout. Tu peux faire ce que tu veux sur ton layer. T'es maître de mettre la VM que tu veux. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire à Abdel. C'est si tu as un problème sur Ethereum à jour, viens sur Avalanche. Hein. Tu n'auras aucun souci à mettre la VM que tu veux. Tu ajoutes tes règles comme tu as envie. Oui, mais tu dépends plus du consensus et de la sécurité d'un autre. Du coup, tu es une sidechain, quoi. Parce que c'est pas magique. Ta zero knowledge, si tu veux qu'elle soit vérifiée, il faut bien que le protocole de layer 1 il puisse le faire, quoi. Il n'y a pas de magie. Alors, moi, j'ai peut-être une solution. Alors, en je fait, ne sais pas si vous connaissez ce que fait Runtime Verification, mais je vais pas tout vous expliquer, mais potentiellement, tu n'aurais pas besoin d'utiliser, par exemple, le même langage que Event, par exemple, pour vérifier des preuves. Donc potentiellement, tu peux innover en étant sur les AppChains. J'ai pas envie de répondre parce que sinon je vais utiliser des trucs, mais oui, on pourra en reparler de on pourra en reparler. Ouais. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, hein, mais Gaëtan, là-dessus, on n'est pas d'accord. Tu peux utiliser n'importe quelle solution pour Plex. Non, mais ce qu'il dit Gaëtan est là où il a raison. Toi, ce que tu dis est vrai, Goro. Tu peux faire techniquement ce que tu dis. Ce qu'il dit juste, c'est que c'est pas les mêmes assumptions dans le sens où là, ça marche parce que, ok, t'es sécurisé par le consensus d'Avalanche, mais c'est tout. Alors que là, avec les zero knowledge proof, c'est encore plus fort. C'est un niveau au-dessus. C'est pas les mêmes trust assumptions, mais in fine, t'as la liberté d'avoir ta propre VM et compagnie. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, pour le fun, je vais peut-être faire un projet d'exploration, une Starknet App Chain en mode subnet ou en sovereign shard multiverix pour le fun. Je fais lequel en premier, à votre avis? Ouais, tu sais très bien lequel il faut faire en premier. On est les deux les petits vilains connards du CTFR. Ouais, c'est vrai. Là, je sais pas. Un argument à ça? Oui, chez nous, tu auras du stablecoin, quoi. Oh, la violence. Chez nous, il y a de l'argent, quoi, tu vois. Messieurs, on ferme le space dans 3 minutes. Olivier n'a pas dit un mot sur cette troisième partie. Est-ce que, Olivier, tu veux parler interopérabilité et gouvernance? Est-ce que tu as un mot à dire, même si vous n'avez pas trop d'interopérabilité sur Solana, ou est-ce que je dis des bêtises en disant ça? Non, tu dis pas trop de bêtises. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé aussi. Je pense que c'est moins un sujet sur Solana. Ça commence légèrement à arriver avec des L2 applicatifs. On a Grass ou GetCode qui commencent à lancer eux leur séquenceur et en fait ils posent les preuves sur Solana, mais globalement on s'est pas posé encore la question ultime de la gouvernance et de cette petite question avec des L2 ou quoi. Donc non, c'est pas vraiment un sujet sur Solana actuellement. Okay. Eclipse, ça peut être un sujet, bien. Eclipse, oui, indirectement, mais c'est pas. C'est quoi Eclipse en 2 mots? Que tout le monde suive. C'est un roll-up qui utilise la SVM, donc la machine virtuelle Solana. C'est un layer 2 sur Ethereum qui utilise la SVM, mais ça montre quand même l'innovation possible par les Ethereum. Ok, ça, layer 2. Je connaissais pas. On peut utiliser Cairo, on peut utiliser la SVM, on peut utiliser. Alors c'est compliqué, hein. Ça mettra du temps à arriver, mais et ça c'est difficile ailleurs, quoi. Ouais. Alors pour motiver Abdel une dernière fois, tu as Nicolas Lemaitre qui est revenu, oublie pas. Exactement, on a un groupe pour être honnête, et je parle avec Nicolas et sa team, Luigi et compagnie. On en discute. Ça suit son cours, comme dirait Nicolas. Mais oui, c'est une bonne question sur Eclipse. Après, je vois pas ça vraiment comme. Enfin, oui, c'est un L2 sur Ethereum, mais en gros, ils vont juste implémenter la SVM et le rollup au-dessus. Donc, ils vont peut-être avoir des propositions à faire ou etc. Mais ça restera sur le L1 Solana. Ouais, on verra. Moi, je les vois comme un autre client, comme FireDancer ou Syndicat ou quelque chose comme ça, quoi. Ils auront des besoins spécifiques, mais ça restera sur le protocole de base, quoi.
Merci à tous pour ce clash des blockchains de ce matin. Vous voyez, au début, quand on a lancé le sujet, certains se disaient ouais, mais non, mais il n'y a pas grand-chose à dire et tout ça. Et finalement, c'est la richesse de ces discussions, c'est que il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Et merci en tout cas. Et on a été 6. C'était pas facile, mais on a réussi, je crois, à ce que chacun puisse exprimer son opinion là-dessus. On a tenu le délai parfaitement. Merci, bravo à tous. On se donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau clash de blockchain. J'ai pas encore le sujet. Si vous avez des sujets dont vous aimeriez que nous discutions et sur lesquels vous vous affronterez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à venir me voir en DM pour me les proposer. On est très ouvert. Passez un bon vendredi. N'hésitez pas à reposter le lien du space pour celles et ceux qui n'ont pas pu l'écouter. Et vous le retrouverez évidemment sur les plateformes de podcast, sur Cyborg et sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Passez un bon vendredi et encore merci à tous. Vous êtes des cracks. À bientôt. Bye. Salut! Salut. Salut tout le monde. Salut. À plus tout le monde.